Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Bonjour et bienvenue à Horreur Québec, le balado. Je suis Chloé, comme d'habitude, en présence de Raphaël. Allô, Raphaël. Salut Chloé! Et Éric Arsenault. Allô, Éric. Allô? Donc, plus tard, on va être avec Marc Boisclair de Horreur Québec pour parler des films d'horreur de Ty West, en particulier de son dernier X, qui est toujours au cinéma ou à l'aveugle. Dépêchez-vous, en tout cas. Et avec aussi des entrevues exclusives de Ty West, Oui. des moments exclusifs que tu n'avais pas vu sur l'entrevue de Marc sur Horror Québec. Oh! Du On bonus. aime ça, on aime ça. Ah oui, c'est très intéressant. Mais d'abord, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, les gars? Vas-y donc, pogner Eric. Ah, tu veux que hey, hein, tu me lances la balle vite frette de même? Un vrai Will Smith de toi-même, on dirait. Hein? Tu me frappes. Je m'y attendais pas. Bref, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, moi, il faut que je parle d'une série québécoise que j'ai vue sur la chaîne Addict TV. Et c'est disponible aussi sur le club Illico si vous êtes abonné. Mais là, attendez, là, avant, là, je vous vois, là, je vois Raphaël avec sa manette déjà prêt à s'abonner sur Illico. Non, attends. C'est réalisé par Yannick Savard et c'est scénarisé par François Pagé. Et ça s'appelle Piégé. Okay. Piégé, on dirait qu'ils ont voulu faire une espèce de sort, décadence, un peu les... j'ai un blanc, là, mais vous savez le film avec les différentes pièces, il y a un piège. Comme Escape Game, genre? Ouais, c'est ça, Oui. Game. Exactement. Québécois. Alors, je me disais, hey, c'est excitant. Ben oui. Je veux dire, il y a quand même des acteurs connus. Il y a Brigitte Lafleur. Il y a Brigitte Poupard. Ils ont pris toutes les Brigitte. Je veux dire, Brigitte Lafleur, Brigitte Poupard sont là. Et Jean-Philippe Ferrand, que je connaissais de vue, mais que j'ai oublié dans quoi il joue. Bref, je me dis, c'est intéressant. Ah, c'est une espèce de thriller. Peut-être que ça va être horreur. Ça, ben, pouette. Ah ouais? Vraiment pas. Oh, que non. Il y a 6 épisodes. Et c'est une des rares fois que je me suis dit, est-ce que je vais voir l'épisode de la fin tout de suite pour voir comment c'est fait? Ah, OK, à ce point-là. à ce point-là. Et les acteurs, à part Brigitte Poupard, que j'aime beaucoup, Ben oui. qui est très bonne, Brigitte Lafleur, bref, les Brigitte se débrouillent quand même bien. Mais Jean-Philippe Perras, là, on passera là, parce que c'était épouvantable. Son jeu d'acteur était dégueulasse. Je m'excuse, là. Je m'excuse, M. Perras, j'ai beaucoup de respect, mais là, c'est hyper prévisible. Écoute, j'ai écouté avec mon chum. Mon chum avait trouvé une partie du punch et moi, je suis venu compléter avec lui. Et on avait trouvé le punch final quand même. Écoute, horreur, thriller, un peu, surtout dans le dernier épisode. Le dernier épisode est vraiment mieux réussi. Mais écoute, il y avait du potentiel faire de l'horreur, faire un peu de sang, quelque chose, mais non, les dialogues sont insipides. Les personnages, on s'en contre-fiche. Bref, c'est vraiment à éviter. Donc, tu peux déposer ta manette, tu peux ranger ton Helix. Je te dirais, calme-toi. Puis, j'ai l'impression de me répéter, mais au Québec, on est capable. On est vraiment capable de faire de l'horreur. Ben oui. On est capable de faire des gros thrillers intenses. Mais souvent, on manque notre marque. Je ne sais pas pourquoi. Et tout le long, je me disais, moi, un méchant qui parle en québécois, je ne sais pas pour moi, ça ne marche pas. Je trouvais ça drôle. Non, ça peut marcher, là. Ça peut marcher, mais là, c'était très drôle. Avec l'accent québécois. Là, je sais pas. Moi, j'ai zéro embarqué. Bref, à éviter. Cependant, j'ai quand même fait quelque chose de fun, là. Tu vas me dire, hey, t'écoutes tout le temps d'affaires plates. Non. C'était les Oscars, en fait, semaine. Si vous nous écoutez au mois on est quoi, on va faire mars. Ouais. Bref, c'était les Oscars en fait semaine passée.
Et il y a un film que j'ai vu, et là, vous allez me dire, oh, mais Eric, c'est pas vraiment de l'horreur. Ah, c'est pas grave. Mais, non, mais attendez, l'horreur, des fois, n'est pas toujours dans le sang et dans le gore, mais c'est dans le sujet, et ça s'appelle Flea. C'est un documentaire fait en animation. Ah oui, je l'ai vu passer. Tu l'as vu passer, hein? Ouais. OK. Et là, je cherche le réalisateur. Le réalisateur, je ne l'ai pas sur le. Ah! Je vais continuer à vous parler, puis je vais le chercher en même temps. En fait, je trouve que la description sur Internet Movie Database, elle est parfaite. Ça en dit vraiment pas beaucoup. C'est l'extraordinaire histoire vraie d'un homme, Amin, au bord du mariage qui l'oblige à révéler pour la première fois son passé caché. Mm-hmm. OK. En gros, c'est l'histoire d'immigrants qui essaient de quitter leur pays, dans le fond d'origine, pour trouver une vie meilleure. Mais là, c'est plus complexe que ça. C'est vraiment horrible ce que ces personnes-là vivent. Et dans le fond, ils ont fait ça en animation pour protéger l'identité du gars en question, qui est gay. Donc, c'est un Afghan gay. Et il ne voulait pas que ça ait des répercussions sur sa famille. Donc, on fait ça en animation. Et c'est tout à fait génial parce qu'au début, tu te dis, je suis plus distant parce que c'est comme des bonhommes. Ouais. Avec des archives réelles dans les années 80. Mais écoutez, c'est de l'horreur pure. Ce que l'être humain peut être horrible. Écoute, j'ai pas de mots. Et à la fin du générique, quand le générique a fini, ça m'arrive rarement. Et là, j'ai éclaté en sanglots. Mais éclaté en sanglots, là, comme un bébé. Là, tellement c'était intense. Et tout le long, je me disais, ça me touche pas parce que c'est comme un dessin animé. Puis, non, j'étais dedans. C'est sur Prime Vidéo. Ouais. Et je cherche. Le réalisateur, c'est Jonas Por Rasmussen. Ouais. Merci. Donc, c'est une production là, française, danoise, plein d'autres pays. C'est à voir. Moi, je pense que c'est un de mes films préférés que j'ai vu des derniers temps. Comme je vous dis, c'est pas horreur, mais dans son sujet, c'est de l'horreur. C'est épouvantable. Je l'ai passé, puis il y a l'exploit aussi d'avoir été nommé meilleur film dans la catégorie documentaire, meilleur film et meilleur film d'animation. Oui, c'était meilleur film international, meilleur film d'animation et meilleur documentaire. Donc, et ça soulevait un débat intéressant parce que c'est une prise de conscience que la catégorie animation n'est pas seulement des films pour enfants. Mm-hmm. Parce que ça, allez pas écouter ça avec vos enfants, c'est assez troublant. Bref, c'est disponible sur Prime Video, donc si vous êtes abonné, je vous dirais quasiment attendez que le podcast soit fini, puis après ça, allez écouter ça. Ça vaut vraiment la peine. Oui, ben c'est définitivement sur ma liste. Oui, ben, je pense que tout cinéphile doit aller voir ça. Peux-tu rappeler le titre? Flea, excusez-moi. Flea. F-L-E-E, comme dans... Oui. Oui, oui, très, très touchant, très... Et toi, Chloé, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? En fait, moi, je n'avais pas, comme on en a parlé pendant 10 minutes avant que je commence. J'ai 2 recommandations. Bon, okay. Oh! Mais là, assume la première. Assume-la. La première, OK, bon, OK, je vais le dire tout de suite. Bon. Oui, ben en fait, j'ai commencé à streamer. Oui, je fais ça, moi. Fait que c'est ça, c'est sans prétention, je suis vraiment pas bonne, mais je pense que c'est ça qui fait que c'est divertissant. Arrête ça, là, je parle. Tu fais ça genre, dans notre public, tout le monde aime t'écouter parler, fait que le monde, je suis sûr qu'ils vont les intéresser pour t'écouter jouer à gamer à Resident Evil. Assume. Pour le moment, c'est ça. En ce moment, là, je joue Resident Evil 7. C'est entièrement de ta faute, Eric. Tu me l'as vendu comme il faut. Oui, je le prends. Comment tu trouves ça, là? C'est vraiment le fun. En fait, je l'avais commencé avant de streamer. OK.
Puis j'ai tellement aimé ça, puis j'avais déjà le projet de partir mon Twitch que je me suis dit non, je veux me le garder puis garder mes réactions authentiques. Fait que là, je le découvre vraiment en jouant à toutes les semaines d'heure en heure. Puis c'est ça. Fait que si vous voulez venir me voir, c'est donc Chloé Witch, mais avec un K, donc WITKH au lieu de Witch. Avec un C. Je sais pas si c'est clair. En tout cas, Raph, tu le mettras dans la description. Ouais, ça va être dans l'article de Rock Québec dans la description du vidéo YouTube. Inquiétez-vous pas. Fait que c'est ça, puis je joue en général les dimanches et les jeudis soirs à 20h. D'accord. C'est un rendez-vous. À venir me regarder. Puis ma deuxième recommandation, mais c'est toi, Eric, qui m'a fait penser parce que c'est ça. Il me semble que j'avais fait des affaires, mais là, ça m'a... Écoute, je suis une source d'inspiration inépuisable. Oui, c'est ça. Ben, c'est quand tu as dit que l'horreur n'était pas tellement dans... C'était plus dans le sujet puis dans le propos. Oui. J'ai écouté hier, un podcast là, au complet, c'est 5 épisodes d'à peu près 30-45 minutes par épisode, puis je l'ai écouté au complet hier en une journée. Ça s'appelle Twin Flames. Ça a été produit par Wondery. Ceux qui connaissent un peu vont savoir que c'est une excellente maison de production de podcasts. Ils font beaucoup de true crime, entre autres. Ils ont toutes sortes de podcasts de divertissement, mais leur true crime est vraiment bon, surtout parce que c'est fait en général par des journalistes d'enquête. Mm-hmm. Et là, le Twin Flames, ça parle d'une secte qui encourageait leurs adeptes à trouver ce qu'ils appellent leur Twin Flame, qui est une espèce de deuxième concept d'âme sœur. C'est plus ou moins la même chose, ils ont juste changé le nom, en gros. Mais un coup que les gourous avaient décidé qui était l'âme sœur de leur adepte, tout était possible pour réussir à mettre les deux personnes ensemble. On parle d'harcèlement assez intense. Okay. Il va même y avoir la coercion par rapport au genre. Quand on va décider que deux personnes, ils sont faites pour être ensemble, mais que ces deux personnes-là ne sont pas de leur genre divin. C'est compliqué. Mais supposons que... en tout cas, je ne veux pas trop en dire, là, mais les 2 premiers épisodes sont très intéressants. Au 3e épisode, tu fais « Oh, qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? C'est-tu vraiment arrivé? » Au 4e épisode, ça dépasse les limites de l'imaginaire. Je ne peux même pas croire que des gens ont pu s'embarquer là-dedans. Et ben, tu sais, je comprends comment fonctionne une secte, mais bref. Voilà. Dans le fond, là, si je comprends bien, c'est que disons, tout le monde est dans cette secte-là. Ouais. Ils pourraient nous forcer à être ensemble. Ben, c'est ça. Là, ça a commencé doucement. Ça a commencé que c'était un peu une espèce de groupe de développement personnel. Là, les gens arrivaient là, puis ils disaient, ben moi, je suis en amour avec telle personne. Puis ils disaient, OK, ben go, va la chercher, cette personne-là. Parfait. Fait que là, il allait parler à la personne, tout ça. Puis si ça ne marchait pas, ben pourquoi ça ne marche pas? Mais c'est de ta faute si ça ne marche pas. Fait que va le chercher. Va chercher ton Twin Flame. Puis là, ça commençait à devenir de l'harcèlement très intense. Puis quand ça a vraiment développé, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus religieux. Là. Le gars s'est déclaré Jésus, carrément. Puis à partir de ce moment-là, oui, ça pouvait être... Il décidait que 2 personnes allaient être ensemble, puis il n'y avait pas nous, on ne peut pas être ensemble. Non, mais c'est ça. Peu importe l'orientation sexuelle et le genre attiré à la naissance. Là, ça dépasse ça. Là, oh my God! Hein? OK, non, mais écoute, moi, tu piques ma curiosité. Peux-tu répéter comment ça s'appelle? Twin Flames. OK. Et ça, on trouve ça partout sur les bons... Moi, je l'ai écouté sur Spotify, mais Wondery sont disponibles assez
vraiment partout. Puis je pense même qu'ils ont une application dédiée si jamais vous êtes fan. Si jamais vous avez le goût de boycotter Spotify, tel Neil Young. Exactement. Ou Gilles Vigneault. Ou Gilles Vigneault. Ouais. Quand même. Mais toi, Raphaël, qui habite dans les terres d'Éric Duhem, qu'as-tu fait cette semaine? Dans le château fort d'Éric Duhem, il se passe plein de choses. Mais ce que j'ai eu le goût de vous parler, c'est quelque chose qui se passe, mettons, en dehors de mon royaume, malheureusement, mais que j'ai quand même pu découvrir. En fait, j'ai le goût de vous parler d'un petit film et en même temps de faire un peu d'autopromo. Chloé se l'est permis, je vais me permettre aussi. Mon Dieu, vendez-vous. Sur Horreur Québec, avec l'ami Donald Plante, on va partir une belle chronique pour parler de nanar, en fait, de films d'horreur, de série B, de série Z, parce qu'on s'est dit qu'on en recevait tellement plein de screeners qu'il fallait bien qu'on fasse de quoi. Puis, dans les mois, étant fan de films à petit budget avec des petits talents d'acteurs également et des petits talents aux effets spéciaux, on s'est dit qu'on avait le goût d'en parler un peu plus. Fait qu'on part une nouvelle chronique là, qui va être au moment où c'est que le balado sort, le premier texte va être sorti. Et dans le fond, le film que j'ai le goût de vous partager, c'est un des films duquel je vais parler. C'est le film Thrilling Bloody Sword, qui est un film qui d'ailleurs est présenté au cinéma prochainement dans les nuits de la 4e dimension à Montréal. C'est un film taïwanais. Ça va avoir lieu le 7 avril. Et au cinéma du Parc, évidemment, pour les nuits de la 4e dimension, le 7 avril à 21h30. C'est un film taïwanais, comme je dis, qui est à la fois un mélange entre une espèce de film d'aventure à la Conan le Barbare, de film d'horreur et de film de Kung-Fu, mais Kung-Fu avec des gros guillemets. C'est cool. C'est un film qui a été tourné dans les années 80, en 81, je pense que le film est sorti, et qui est passé un peu dans l'oubli, mais qui vient de subir, pas de subir, mais d'avoir le traitement du traitement pour avoir les images en 2K. Donc, on a eu la chance de le recevoir en screener pour pouvoir en faire la promotion, fait que je le fais ici. Et c'est un rêve d'acide complètement halluciné. C'est une espèce de relecture de l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains avec des effets spéciaux géniaux, des chorégraphies d'action à couper le souffle et un jeu d'acteur absolument transcendant. Non, mais les images, je t'arrête de voir les images sur Internet, là, ça a l'air quelque chose. Il y a vraiment un look un peu grindhouse ici, là, parce que la pellicule qu'ils ont retrouvée pour faire le 2K, c'est quand même pas. C'était pas non plus une pellicule en bon état, donc c'est le ça. Le son passe, là, mais de toute façon, c'est sous-titré parce que c'est du mandarin au niveau du texte. Donc, je vous conseille, si vous êtes à Montréal, d'aller le voir le 7 avril en salle, sinon de vous procurer la copie quand ça va sortir en Blu-ray ou en DVD incessamment, et de lire évidemment notre chronique à Donald et moi, qui va s'appeler L'horreur de B à Z. Oh! Vous voyez ce qu'on a fait là? C'est... Hey! Oh Dieu, vous avez dû travailler fort pour trouver ce truc-là. Écoute, c'était un gros brainstorm, mais on l'a trouvé et je trouve que c'est génial comme nom, donc j'aimais ça. Moi aussi. Quand tu fais des blagues, là, c'est parfait. Donc, c'est ça. Puis, micro-parenthèse avant de passer aux nouvelles. Éric, j'ai fait mon devoir. J'ai écouté Candyman. Oui! Ah, mon Dieu! C'est la première fois que je fais un devoir que je te dis que je vais faire. Là, je l'ai fait. Parce que t'es pas et sans rentrer dans le détail, mon idée a un peu évolué dans le sens où j'ai trouvé ça moins plate que la première fois, parce que peut-être que j'ai à ce temps, j'ai peut-être un regard analytique un peu plus développé. Et j'ai trouvé ça intéressant au niveau des thématiques, mais quand même, je pense que ça ne sera jamais un film culte pour moi, malheureusement. Voilà. C'est triste. T'as d'autres qualités, par exemple. T'as vraiment d'autres belles qualités. Mais moi, tu veux, c'est un film parfait. Donc, qu'est-ce que tu veux? Je t'aime quand même. Là. Super. J'espère parce que je veux que tu continues de nous faire des nouvelles comme ça que tu vas faire là. Hey, puis là, on fait-tu un lien? Oui. On va enchaîner tout de suite avec les nouvelles. Mm-hmm. Et tu parlais, en fait, avant toute chose, je veux juste rassurer la population. Oui, Pierre Bruno a annoncé sa retraite, mais je n'ai pas annoncé la mienne. Pas encore. Tant mieux. Quand même, j'ai beaucoup hâté. J'ai pas 46 ans de carrière, j'ai même pas 46 ans. Donc, on va se calmer, mais non, vous n'allez pas vous débarrasser de moi aussi facilement.
Parfait. Merci. Super. Donc, écoute, tant qu'à parler de série B, et on va aller dans le trash, et il y a le festival Cabane à Sang qui fête ses 5 ans pour 3 soirs au mois d'avril. Donc, Cabane à Sang, c'est un festival graisseux, si je peux dire, parce que on est dans le extra trash, c'est des courts-métrages. J'ai un petit. Frank, c'est Frank Capache et son équipe qui ont organisé ça. Je ne sais pas s'il était tout seul ou s'il y avait d'autres membres, mais je veux dire son équipe. Je m'excuse pour les membres de son équipe. Bref, ils reviennent pour fêter leurs 5 ans. Donc, ça va débuter le 14 avril avec la soirée Sci-Hi de science-fiction, diffusée gratuitement en ligne dès 20h via la page Facebook du festival. Et par contre, si vous voulez vivre l'expérience en personne, il y a le 15 et le 16 avril, il y a deux soirées en présentiel quand même. Avec des soirées Viande Mix qui enfilera les meilleurs des cours trash et horreur et le fameux nouveau Party Pooper Spectacular Trash Film Competition. Répète ça, s'il te plaît. Plus vite. Répète 3 fois. Party Pooper Spectacular Trash Film Competition. Yes. Où une douzaine de cinéastes nous présenteront leur abominable soumission. Donc, si vous êtes amateur du genre, les projections vont avoir lieu à l'ancien marché Maisonneuve au 4375 Ontario-Est de 20h. Écoute, c'est en arrière de chez nous. Les portes, écoute, vous arrêterez de dire bonjour. Les portes ouvrent à 19h30 et les billets sont au coût de 15 $ qui sont déjà en vente sur le site de la Cabane à Sang. Donc, si vous voulez plus de détails, allez sur horreur.québec. D'ailleurs, moi, j'ai très hâte de voir le nouveau film du gars qui a fait Fried Barry. Là, je pense qui va être présenté, là, le Mewtwo. Je ne sais pas comment il le prononce, mais ça a l'air bien intéressant. Oui, c'est le Mewtwo. Mewtwo, OK. Parce que Mewtwo... c'est un Pokémon. C'est autre chose. Oui, effectivement. Écoute, une nouvelle toute fraîche. Je dis toute fraîche parce que, bon, on est mardi, ça a sorti aujourd'hui. On va avoir une série sur Pennywise, un personnage mythique de Stephen King qui vont faire attends, j'oublie mon mot. Un prequel? Ouais. Je veux dire. J'écoute guitare, je suis fatigué. Bref, on va explorer l'histoire d'origine du clown Pennywise ainsi que l'aube de la malédiction de 27 ans qui hante la petite ville du Maine. Excusez-moi. Je sais. Et ça va s'appeler, écoute, je suis tellement fatigué, j'ai oublié le titre. Welcome to Derry. Non. Et c'est HBO Max qui va nous amener ça. C'est Andy, écoute, là, je vais massacrer leur nom de famille. Muschietti. Muschietti, merci. Et sa femme qui sont de retour à la production. Donc, il faut se rappeler qu'il y a eu une télésérie une télésérie ou une mini-série en 90 pour les ondes de ABC et il y a eu évidemment les 2 films de 2017-2019. Êtes-vous excités, vous autres? Ben, comme je dis, moi, ça me fait peur. Je vais dire, mes attentes, là, ils sont bien basses. Ils sont basses? Ah, ouais? Ouais, j'ai l'impression que ça ne sera pas bon. On dirait que je trouve que le concept, je sais pas. OK. Je comprends d'où tu viens, dans le sens que ça fait très milking de la propriété. Ouais. Mais en même temps, pourquoi pas? C'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on a un projet d'annoncer. Ça a le potentiel d'être bon ou pas. Ça dépend de comment ils réussissent à faire à avoir un discours et à avoir quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Là. Ouais. C'est sûr. Ben, moi, écoute, j'ai hâte. Moi, c'est un personnage qui m'a hanté toute ma vie. Moi, je suis vieux, donc j'ai vu live la mini-série à la télé écoute, avec Tim Curry qui m'a hanté mes cauchemars pendant un méchant bon bout de temps. Et je peux vous dire où est-ce que j'étais quand je lisais le livre et que je lisais la fameuse scène où est-ce que
les enfants regardent l'album photo et que les photos viennent en vie. Et je m'en rappelle très bien. Donc, ça fait partie de moi. C'est ancré en moi, cette histoire-là. Les films, moi, écoute, tout le monde, je pense qu'on n'a pas aimé ça ou t'as bien déçu. Ça, moi, ça m'a bien diverti. Moi, j'ai aimé les films. Ouais, moi aussi, j'étais bien dedans. Fait que pourquoi pas? Pourquoi pas? Il vient d'où cette forme, en fait, cette force mythique? Parce que, oui, c'est un clown, parce que il représente la peur des gens, mais bref, ça peut être intéressant. Tant qu'il explique pas trop, plus tard qu'il rentre pas dans le délire cosmique de Stephen King, puis de la tortue, puis de tout ça, je pense que ça va être intéressant, parce que sinon, le hit, là, le livre, là, la fin, ça fait un peu délire de cocaïnomane. Oui. Stephen King, dans cette période-là. Oui, je comprends. Et écoute, c'est intéressant. Ils ont fait Castle Rock, ils ont fait 2 saisons qui sont, en tout cas, à mon avis, excellentes. Donc, pourquoi pas? Donc, d'ailleurs, si vous avez la chance d'écouter ces saisons-là, garochez-vous. Vous allez capoter si vous êtes fan de Stephen King. Très cool. Oui, très cool. Et on finit avec une petite bande-annonce. Et ça, j'avoue que soit que ça passe ou soit ça va vraiment casser. Ah, je suis sûre que je sais de quoi tu veux parler. Je suis sûre. Ça commence par M, ça finit par N. Oh, non. Non? OK. Non, malheureusement. Okay. Tu m'en parleras après parce que je suis curieux. OK. Ça s'appelle Choose or Die. Ah oui, OK, oui, j'ai vu. Jouer et mourir. C'est Netflix qui nous apporte ça. C'était, comme dit le titre, Netflix joue un jeu vidéo dangereux en avril. On a la bande-annonce sur horreur.québec qui va sortir le 15 avril prochain pour Pâques. Fait que, tu sais, en 2 tranches de jambon, ben oui. Un petit slasher surnaturel qui nous entraîne dans l'univers rétro des jeux vidéo dangereux. Et ça fait très... tu sais, c'est les jeux un peu comme dont vous êtes les héros. Là, tu dois écrire qu'est-ce que tu rentres toutes les commandes. Donc, je vous résume l'histoire vite. Après avoir lancé un jeu d'horreur et de survie perdu des années 80, une jeune codeuse déclenche une malédiction cachée qui joue avec la réalité, la forçant à prendre des décisions terrifiantes et à faire face à des conséquences mortelles. Oh. C'est drôle, justement, j'ai réécouté Game of Death en fin de semaine dernière. Ça me fait penser oui, bon film, ça, d'ailleurs. Oui. Avec la chanson des bébés. Oui, exactement. C'est un ça va être un premier film pour M. Toby Mickens. Ça va mettre en vedette Asa Butterfield, Eddie Marsan, ainsi que Robert Englund dans son propre rôle. Ouais. Donc, Monsieur Freddy Krueger en personne. Yes. Oui, mais ça. Donc, est-ce que vous n'avez pas vu la bande-annonce? Moi, je ne regarde plus les bandes-annonces. Non, je l'ai regardé. À de très, très rares exceptions. Mais, écoute, moi, je vais laisser sa chance. Quand je vous dis c'est limite, peut-être que ça va être vraiment bon ou peut-être que ça va être vraiment plat. Mais bon. Je trouve ça intéressant, dans le fond. Moi, Netflix, en plus, ils ont une bonne strike en ce moment au niveau de l'horreur. Là. J'ai full aimé Archive 81 qui est sorti récemment. Oui. Que j'ai trouvé qu'il était une super belle production et qui était vraiment intéressante. Là. Qui apparemment ne reviendra pas. Non, mais qui est tiré d'un podcast. Oui, qui est tiré d'un podcast, mais qui. En tout cas, j'ai lu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Là, je veux pas trop m'avancer, mais qu'apparemment, la deuxième saison ne se fera pas. Ah mon Dieu, je vais aller brûler Netflix. Non, mais écoute, là, je marche sur des œufs. Je ne suis pas certain. C'est pas une information que j'ai sur ce sûr. Mais écoute, on s'en parlera peut-être dans un autre bulletin de nouvelles. Ouais. Mais oui, parce que tu sais, des fois, c'est pas parce que c'est écrit sur Internet que c'est vrai. D'ailleurs, j'avais réécouté tout le podcast au complet dans le but d'écouter la série. J'ai oublié d'écouter la série. Fait que vous venez me faire je t'encourage à le faire. Et moi aussi, j'ai hurlé. Il y a une passe que j'ai hurlé ma vie. Là. Ah oui? Ah oui. Parce que le podcast est beaucoup plus... la première saison est plus horreur, thriller, quelque chose, mais la deuxième saison est beaucoup plus humoristique. OK.
Je ne sais pas quel ton qu'ils ont décidé de OK. prendre. Plus horreur, je pense. Il y a une couple de jokes, mais c'est plus l'ambiance, c'est plus mystère, thriller. Mais Raphaël, tu te souviens de la phase où est-ce qu'il regarde la télé et quelqu'un lui parle? C'est ça. Ouais, je me rappelle, moi, mon meilleur ami l'avait écouté avant moi, puis j'ai envoyé la scène en disant genre tabarnak, genre. Oui. Écoute, elle est épeurante, cette scène-là. Ça n'a pas de sens. Là. Puis là, en tout cas. Oh, je vais écouter ça. Oui, je vais regarder du mystère, mais moi, j'ai hurlé ma vie. Mais solide, là. C'est quelque chose. Ah, ben, très cool. Mais écoute, est-ce qu'on peut dire... Oui, Choose or Die. En même temps que ce ne soit pas comme Massacre à la tronçonneuse, là. Moi que j'avais pas très aimé, mais bon. Netflix, là, souvent, là, c'est comment je pourrais dire ça? Tu y vas à... Hey, c'est très hit or miss, hein? Oui, merci. Merci. Écoute, merci de venir sauver, de me sauver. Oui, c'est très hit or miss, genre... je cherche le terme français. Hey, mon Dieu, hein? Non, mais c'est un guess. Écoute, c'est un guess. C'est un guess. Pour parler français, c'est un guess à chaque fois. Donc, bref. Mais écoute, sur ça, mes chers téléspectateurs et auditrices, téléspectateurs, je me sens trop comme Pierre Bruno. Bref, c'est ça. mes chers auditeurs, ça fait le tour des nouvelles qui m'intéressaient et qui, je l'espère, vous intéressent aussi. Donc, on se voit prochainement. Écoute, on dirait que ça fait 1 million d'années qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai, hein? Oui. L'épisode a un peu traîné, mais bon, c'est bon. Ben, c'est pour la qualité. Oui, ben toujours. Bref. Merci, Eric. Soyez heureux. Ben, toi aussi. Hey, merci. Salut. Bye. Donc, on est maintenant dans notre segment principal de cet épisode consacré à la filmographie du réalisateur Ti West. Et pour faire cet épisode-là, comme on l'a mentionné en début d'épisode, on est avec le dieu de l'horreur lui-même, Marc Boisclair. Salut, Marc. Hello! Allô? Ça va? Oui, ça va. Toi? Ouais, vous êtes bien drôle avec votre... Je m'habitue pas, je pense. On va le garder jusqu'à ce qu'on soit tanné nous-mêmes. Je ne sais pas si ça va arriver un jour. Correct. Je sais qu'il n'y a rien que je peux faire. C'est ça, tu n'as pas ton mot à dire. Et ça, on voulait j'en sais avec toi, Marc, parce qu'on le sait que tu es quand même que tu apprécies la filmographie de Ti West, puis en plus, tu as eu la chance de l'interviewer. Ben oui, pour son nouveau film, évidemment, qui est en salle présentement, X, on a eu une entrevue avec Horreur Québec. J'étais moi-même surpris un peu de d'avoir une grosse prise comme ça, parce que c'est assez rare qu'il y ait des réalisateurs hollywoodiens qui acceptent, parce qu'eux reçoivent quand même les demandes d'entrevue, hein, puis qu'ils disent oui ou non. Horreur Québec, ça veut, tu sais, pour un réalisateur hollywoodien, Horreur Québec, ça ne veut pas dire grand-chose, hein? Mais il a été vraiment cool de nous parler, puis l'entrevue a été super généreuse, super fin, tout ça. Ceux qui ne l'ont pas écouté encore, c'est sur notre YouTube, mais on va avoir des extraits aussi exclusifs à la fin du podcast que j'ai gardé pour ne pas divulguer de spoilers, parce que je sais qu'on va dire plein de spoilers durant cette prochaine heure et quelques. Oui, puis encore une fois, on te répète, là, c'était une super entrevue. Là. Les questions sont vraiment pertinentes et que tout le monde a précipité-vous pour aller écouter ça. Fait que l'épisode, en fait, on va faire un espèce de retour sur ces films d'horreur principalement, là, c'est-à-dire The Roof, son premier film. On s'attarde un petit peu sur Cabin Fever 2, même si on le sait que West l'a désavoué. The House of the Devil, évidemment, qui est probablement le premier film qui l'a un peu fait connaître des fans d'horreur. The Innkeepers. Et The Sacrament pour finir avec X, qui est en salle maintenant. Yes. Fait qu'on commence peut-être avec The Roost 2005, premier film. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Marc, The Roost, pour commencer? Peut-être avant qu'on commence, je vais peut-être raconter un petit peu de quoi ça parle. Là. C'est un film qui fait très Halloween, justement. Ça se passe à Halloween. Puis, comme beaucoup de films de Ti West, il y a comme une espèce de volonté de s'approprier les codes de certains trucs. Là. Dans celui-ci, il y a un côté un petit peu
frisson, là, film de, avec une espèce de creep show. Là. Ben, c'est vraiment une espèce d'hommage au vieux série B. Là, exact. Un peu des années 60, 70. On a le présentateur au début qui vient nous dire vous allez voir un film terrifiant qui est un peu habillé en espèce de croque-mort, tout ça. Fait qu'il y a un clin d'œil à cet univers-là aussi qui marche bien avec le film qu'on va voir. Puis c'est un film avec finalement, grosso modo, l'histoire, c'est des chauves-souris qui transforment les gens en genre de vampires zombies. Puis... le scénario, ça tient sur un carton d'allumettes. Hein. C'est de 4 ou 5 jeunes qui tombent en panne sur le bord d'une route de campagne parce qu'ils ont eu une espèce de chauve-souris dans leur pare-brise. Puis là, la voiture est capoute. Fait qu'ils essaient d'aller chercher de l'aide chez un résident qui habite pas loin. Mais eux aussi, eux se sont fait décimer par des chauves-souris. Quelque chose comme ça. Moi, je n'avais jamais vu ce film-là avant de m'attarder un peu plus. Là, je savais que j'avais l'entrevue avec Ty West. Je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse mes devoirs, que je vois les films que j'avais jamais vus de lui. The Roost, c'en était un. Puis, c'est quand même... c'est un film qui est difficile à recommander. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Raphaël. Il y a plein de choses intéressantes dans ce film-là, mais au final, c'est pas très divertissant à regarder. Il y a un côté très amateur dans la production. Oui. Là. Fait qu'il y a un côté peut-être attachant qui se dégage par rapport à ça. On a de la sympathie, puis ça soigne les bonnes intentions puis la volonté de faire un truc justement dans cette optique-là de peu hommage, série B, années 60, creepy, un peu drôle. Mais effectivement, là, on va parler plus tard j'imagine, quand on va parler un peu plus de ses thèmes et de ses obsessions à Ty West, comme ce côté de gérer les slow burns puis de jouer avec la patience des spectateurs. Dans ce film-là, on ne s'est pas tout à fait maîtrisé. Hein? Je pense qu'il y a quand même un petit peu d'ennui à certains endroits. Puis, on reconnaît ces trucs-là. Jouer avec l'attente, jouer avec... il y a toujours un aspect très minimaliste aussi dans ces scénarios. Moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma de Ty West. On sent pas que c'est fait. On sent pas que c'est fait comme par souci de budget. On sent que c'est fait par souci de servir le propos, le genre qu'on essaie de représenter, là, parce qu'il y a aussi, à chaque fois, on essaie, est-ce qu'on est dans les années 70? Est-ce qu'on est dans les années 80? Est-ce qu'on est dans un western? Fait qu'on dirait qu'il y a toujours comme un univers très particulier dans ces films. J'en parlais d'ailleurs dans l'entrevue un peu avec lui, où il nous disait que, lui, dans le fond, les films d'horreur modernes, ça ne l'intéresse pas particulièrement parce qu'il ne trouve pas ça très attirant, tout l'aspect technologique. Puis je comprends que, The Roost, c'est plus le fun quand tu n'as pas de cellulaire, parce que sinon, ça s'égrène assez rapidement. Là, mais il y avait quand même des effets spéciaux assez intéressants dans The Roost avec les créatures. Moi, c'est une des choses, en fait, que j'ai le plus renoté dans le film. Je ne sais pas comment ils ont fait est-ce que c'est des vraies chauves-souris? Est-ce que c'est... Il y a des shots particuliers où il y a une chauve-souris qui vole vers la caméra. C'est comme, mais comment on fait ça? Il y a une chauve-souris, ça ne s'applique pas voir pas nécessairement. Fait que pour ça, il y avait quand même une belle difficulté, une belle recherche. Là. Il y avait certains plans aussi là, que tu sens, OK, ce gars-là, il veut travailler son visuel, il pense à ses compositions visuelles, blablabla. Fait que, ça pouvait laisser présager quand même qu'il y avait quelque chose d'intéressant chez ce monsieur-là à suivre. Je pense qu'il était aussi très jeune là, quand il a... très jeune. Plutôt jeune là, quand il a réalisé ce film-là. Donc... Tout à fait. Puis déjà, on voit qu'il lui arrive dans une production, puis en présentant un projet, en ayant en tête que ses spectateurs, en fait, que les gens qui vont regarder ses films viennent déjà avec un certain imaginaire d'horreur. Là. Ça se sent, mettons, il y a des certaines shots qui sont des clins d'œil à des films. Puis il réutilisé, par exemple, la grange du film de Pas de printemps pour Marnie d'Alfred Hitchcock. Puis il y a comme cette... Ouais. C'est le même décor? La même grange, ouais. C'est donc bien, je ne savais pas.
Fait que, tu sais, ça, il y a une volonté de, comme, justement, tu sais, toujours regarder un peu ce qui s'est fait, puis prendre pour acquis que les spectateurs viennent avec cet imaginaire-là. Tu sais, c'est pas comme, contrairement à bien des réalisateurs qui font des films d'horreur, puis, mettons, on peut penser à tous les films de zombies où ils vont pas appeler un zombie un zombie. Dans un film de Ty West, il s'attend à ce que tu aies vu d'autres une horreur, puis il s'attend à ce que tu comprennes un peu les indices puis le clin d'œil, puis que tu t'en vas, que tu sais où c'est que tu t'en vas. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il est capable d'aussi bien jouer avec les attentes des spectateurs, mais là, on va peut-être en parler un peu plus tard. Fait que, ouais, c'est ça, The Roost, comme tu dis, Marc, un début prometteur, puis ça laissait présager qu'il y avait des choses intéressantes qui allaient pouvoir arriver dans sa carrière. Ben, c'est ça. Puis certains aussi désirent de déstabiliser son public. Tu sais, je ne sais pas si ça fait longtemps que tu as vu le film. Moi, ça fait peut-être 3 semaines que j'ai vu le film, puis j'avais déjà oublié cet aspect-là. J'ai été relire tantôt pour dire que c'est un film qui s'oublie quand même. Oh ouais. Mais vers la finale du film, la finale, ça finit un peu en queue de poisson. Leur histoire dans la grange, puis on revient au présentateur télé qui fait comme « Ouais, c'était plate cette finale-là, blablabla. » Si on rembobinait pour voir l'autre film... Fait que tu sais, il y a comme... fait que là, il rembobine la VHS qu'on est en train de voir, puis il nous présente une finale un peu plus enlevante. Fait que, puis après ça, on revient encore. Fait qu'il y avait comme un certain désir là, de déstabiliser son public aussi déjà là, dans The Roost. De jouer sur la narration visuelle, oui. Exact. Comme dans Funny Games, dans le fond. Ce n'est pas le même propos lourd que dans Funny Games, mais c'est le même principe. Parce qu'on en parlait justement la semaine dernière, là, mais ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est un peu le fun aussi, et c'est un peu le fun dans le sens que The Roost, il n'y a aucun propos véhiculé dans ce film-là, à moins que j'ai rien décelé de l'intention. Mais c'est aussi le fun, des fois, à regarder un film d'horreur comme juste pour la passion d'un gars qui veut faire un film d'horreur, puis sans avoir nécessairement comme quelque chose à transmettre. Là. Exact. Oui. Mais en tout cas, c'est sûr que ce que ça a fait au moins, c'est que ça l'a mis un peu de l'avant comme cinéaste d'horreur, puis c'est probablement un des éléments qui a contribué à le faire rencontrer Eli Roth, puis qui va le mettre dans son sillage pour faire Cabin Fever 2. Cabin Fever 2, est probablement un des films les plus dégueulasses que j'ai vu. Écoute, j'ai été surpris. C'était le 2e que j'avais jamais vu, que j'avais jamais osé voir. T'as-tu vu, Chloé, Cabin Fever 2? Non, j'ai pas vu le 1 non plus. Que... Ben écoute, OK. Ben écoute, si vous avez jamais vu la franchise Cabin Fever, je pense que vous manquez rien. Non, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Raphaël. Je suis assez d'accord. Bon, il y a quelque chose de campy, le fun quand même avec ces films-là, mais je pense que ça vieillit très mal. Mais j'ai été quand même surpris de trouver plus de plaisir dans la suite que dans l'original. Je sais pas si tu partages aussi cette... Okay. Oui, mais il se prend, tu sais, déjà que ça ne se prenait pas au sérieux, le premier, le deuxième, il se prend encore moins au sérieux, c'est beaucoup plus orienté comédie, fait que déjà là, ça passe un peu, même si c'est un peu gras, là, on ne se le cachera pas, là. Ouais. Je l'ai vu, genre, un peu ado avec ma gang d'amis, puis, tu sais, on a trouvé ça drôle, là, à 15 ans, là, tu te tapes sur les cuisses. Exact. Puis il y a plein de trucs qui passeraient plus aujourd'hui en cinéma. Justement, c'est tellement mind-blowing de dire que ce gars-là est passé de Cabin Fever 2 à A24. Là. C'est comme, pour moi, là, c'est les deux spectres du cinéma, là, aux deux opposés. Là. Fait que, ouais, c'est quand même assez étonnant. Puis il y a plein de choses il y a à peu près rien qui fonctionne dans ce film-là. L'acting n'est pas très bon. Il y a plein de gags qui ne lèvent pas. Il y en a d'autres qui lèvent. Il y a des jokes de pénis qui s'arrachent, qui tombent, là, ouais. Qui coulent du pu. Il y a des trucs tellement random. Ben, en fait, tu disais qu'il avait désavoué son film, c'est parce qu'il y a eu tellement de reshoot puis de recut, de nouveaux montages qui ont été faits après lui, que lui, dans le fond, il disait qu'il ne reconnaissait plus son film. Fait qu'il a essayé, il a essayé une petite twist là, où les gens peuvent renommer leur film avec un pseudonyme. Là, Alan Smithy. Là.
Ouais, c'est ça. Fait que, puis ça, en fait, dans l'histoire, ça dit que ça n'a pas marché parce qu'il n'était pas membre de la Directors Guild of America. Là. Je savais pas qu'il fallait comme respecter une espèce de. Ouais, ben en fait, Alan de Smithy, code. c'est comme un anagramme de The Elias Men. C'est pour Ouais. dire que justement, tu renies ton film, là, que tu t'es fait retirer le contrôle de ton Final Cut. Puis ça paraît dans le film parce qu'il y a plein de scènes insérées dans le scénario qui étaient comme mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on est rendu dans la piscine? Pourquoi on est rendu au bord de danseuses? Il y a plein de scènes qui n'ont aucune logique avec la narration. Puis fait que ça donne une espèce de mash-up étrange. Mais ceci dit, je pense j'aurais vraiment été curieux de voir la take de Ty West parce que je pense que ça aurait pu être un petit chef-d'œuvre de cinéma trash. Tout à fait. Genre, le voir qu'est-ce qu'il aurait fait avec un matériel comme celui-là, qui de base était un peu un prétexte à faire du gore. Là. Ouais. Mettre ça entre ses mains puis qu'il y aurait eu un peu plus de contrôle, ça aurait été vraiment intéressant. Là. Exact. T'sais, comme moi, je soupçonne un peu là, toutes les scènes de danse. Je peux pas en mettre ma main au feu, là, on ne saura jamais. Là, mais je soupçonne que toutes les scènes chez les danseuses ou quand il y a des gros plans des seins des femmes, je soupçonne que c'est même pas... je soupçonne que c'est un truc de producteur là, qui a voulu faire comme ça prend des seins de femmes. Mais vraiment, parce que si tu regardes X, là, puis à quel point ça, pour un film dont la trame est un film, la tournage d'un film de porn, c'est tellement pas un film qui s'attarde sur justement des scènes de nudité et des choses comme ça, à part s'il y a un propos derrière ça, que tu te dis clairement la nudité gratuite de Cabin Fever, ça ne doit pas venir. Exact. Il y a quand même des trucs, on reviendra à X que j'avais trouvé un peu plus juvénile, mais ici, on est dans le très, très juvénile, puis je sens pas que c'est dans l'esprit de Ty West, ça, mettons. Parce qu'on n'a jamais vu ça dans ses autres films, donc ce qui me laisse un peu croire. Mais bon, bref, peut-être un petit film du lundi soir, là, en textant, genre, je sais pas. Ou, tu sais, à mettre dans les mains de vos ados qui cherchent un film trash. Ou pas. Si vous n'êtes pas les parents. Là, ouais, c'est ça. Moi, je ne mettrais jamais ça entre les mains de mon enfant. Peut-être pas dans le fond. Mais en tout cas, au moins, ça aurait eu le mérite de rencontrer Eli Roth qui va collaborer sur The Sacrament, mais on va y arriver plus tard. J'imagine. Puis, tu sais, il construit un peu. Il y a aussi, tu sais, Larry Fessenden qui revient dans ce film-là. Je ne sais plus s'il est à la production, mais en tout cas, il est dans la distribution. Lui qui avait été aussi à la production de Rose, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est un peu les gens qui gravitent ensemble, puis tu rencontres les gens du milieu, puis tu continues à faire un bout de chemin avec eux. Là. Exact. Pour ça, c'est quand même intéressant. Mais si vous faites un marathon Ty West, c'est un de ceux que vous pouvez skipper. vous avez le droit de le skipper. Un qu'on ne skippe pas, par exemple, c'est The House of the Devil. Ça serait difficile de le skipper, celle-là. Chloé, peut-être t'entendre en premier ta take sur ce film-là. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en premier? Ben moi, je vous en ai parlé. Je pensais que j'avais vu aucun film de Ty West, puis finalement, j'en avais vu 2 que j'avais complètement oubliés. Sauf qu'en les réécoutant cette semaine puis la semaine dernière, j'ai réalisé que je ne les avais pas oubliés pour les mêmes raisons. Donc, House of the Devil, je l'avais écouté déjà. Puis là, je pense que je vais vous insulter, là, mais il m'avait juste pas marqué. J'ai déjà mal à la tête. Puis tu sais, en le réécoutant, j'ai trouvé le film super bon jusqu'à ce que la fille, son amie, elle se fasse exploser la tête. Puis après ça, j'ai trouvé qu'il se passait rien pantoute, puis que la finale était précipitée. Fait que c'est mon humble avis, mais mais moi, j'ai envie mon préféré. J'ai quand même envie de te demander qu'est-ce qui t'a déplu dans la scène où son ami se fait exploser la tête. Non, j'ai adoré. C'est ça. J'ai trouvé ça bon jusqu'à là. À partir du moment, quand elle se fait exploser la tête, il y a comme une espèce de longueur. Puis je comprends qu'est-ce qu'elle essayait de faire, puisque la fille est toute seule dans la maison puis elle s'ennuie.
Fait que, tu sais, je pense qu'il a essayé pas qu'on s'ennuie aussi, mais tu sais, il a ralenti le rythme du film. Toi, tu aurais voulu que ça embarque après ça, qu'il y ait comme un peu plus de dénouement puis tout ça. Ben, j'aurais aimé que ce bout-là soit un peu moins long ou qu'on ait une finale un peu plus longue. Tu sais, OK. c'est ça. Parce que ça reste un film. Je pense que tous les films de Ty West, c'est quoi? C'est 1h30, 1h40. Là, tu sais, c'est pas des longs films. Là. Fait que, il aurait pu, House of the Devil, il aurait pu le laisser comme ça, mais faire la finale plus longue. Tu sais, pour justifier l'attente. OK. C'est légitime. Ouais, mais moi, je vais m'inscrire en faux, dans le sens où moi, je trouvais que justement, c'était un peu. Ben, c'était vraiment un tour de maître, ce film-là, dans l'art de comme aller à l'encontre des attentes des spectateurs. Tu sais, au début, quand je parlais qu'il arrivait dans ces films avec un imaginaire, puis s'attendait à ce que les spectateurs partagent cet imaginaire-là. Tu sais, dans ce film-là, on ne l'a pas mentionné, mais c'est vraiment un hommage aux années 80. Tout le film est tourné comme un film des années 70-80, le grain de la pellicule, la musique utilisée, même les jeux des acteurs à certains égards qui est très un peu déphasé par rapport aux jeux qu'on est habitué aujourd'hui. Les freeze frames, les cadrages, c'est tout typique de ces années-là. Et qui s'attend à aller chercher cet imaginaire-là chez les gens, les espèces de films comme Amityville, un peu, des films qui sont un peu dans cette ligne-là de paranoïa, des films de possession, de culte, de démons. Puis le fait de justement autant faire traîner ça, puis avoir des scènes, comme il y a une scène qui m'a marqué aussi, c'est que la babysitter, là, Samantha, elle ouvre. Elle regarde à travers une porte pour voir comme si. Parce qu'elle s'attend à ce qu'il y ait quelque chose. Puis finalement, elle s'en va. Puis là, finalement, tu le vois un peu plus tard, c'est quoi la patente un peu creepy. Mais il y aurait tellement de films qui auraient profité de cette scène-là pour faire un jump scare. Puis, il n'y en a pas de jump scare dans ce film-là, à part justement la scène de notre ami qui se fait shot. Là. Mm-hmm. Puis je trouvais ça vraiment intéressant de comme vraiment faire ce pari-là, de créer un film qui va vraiment aller à l'encontre de nos attentes. Puis le fait que la fin soit autant un punch, dans ma tête, c'est dans cette même continuité-là de volonté de faire en sorte que ça soit encore plus marquant. Puis je pense que c'est un film qui est beaucoup plus intéressant à sa deuxième écoute qu'à sa première. Parce que moi, toute la première fois que j'avais vu dans le temps, ça m'avait laissé un peu froid. Ça m'avait pas marqué plus que ça, mais après l'avoir écouté récemment pour les besoins du podcast, ça m'a vraiment. J'ai comme pas arrêté d'y penser pendant toute la semaine. Là. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis je pense que ça vient beaucoup du fait justement que je me rappelais pas à quel point c'était bien fait à ce niveau-là. Je pense que la première fois, je n'avais pas assez analysé la mise en scène, puis que là, genre, ça m'a comme particulièrement frappé. La recréation est magnifique là, de ces années-là. Il y a tout est parfait visuellement. Là. Moi, quand je le revois, j'ai vu très souvent ce film-là. Je pense que je l'écoute au moins aux années ou aux 2 ans, mais même la trame sonore magnifique. Tu sais, c'est super. Tout est tellement subtil. Tu sais, puis justement, elle se retrouve un peu tout seul dans la maison, fait qu'il n'y a pas non plus tellement de dialogue. Puis les voix aussi, tu sais, la voix du vieux monsieur au téléphone qui est un peu inquiétante, tout ça, ça me résonne toujours dans les oreilles. Cette voix-là, il y a comme plein de petits trucs qui sont super inquiétants. Justement, il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est quand l'homme ouvre la porte. Puis là, les deux filles lèvent la tête comme ça. Puis ça, wow, il est grand. Tu sais, moi, ça, j'ai trouvé que j'ai bien aimé ce moment. D'ailleurs, ce monsieur-là, quand tantôt on parlait de Famille des cinémas, c'est le même acteur qui jouait l'espèce de Creep Master là, dans Roost. OK. Puis, tu vois, moi, ça m'a fait un peu l'effet contraire de toi la première fois que j'ai vu ce film-là, Chloé. Tu vois, j'avais une certaine montée. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est intriguant, c'est intriguant. Puis, quand la fille son amie se fait shooter, la première fois que j'ai vu ça, j'ai tellement eu peur, j'ai tellement fait le saut que je me disais, OK, maintenant, genre, tout peut arriver. Puis, ça m'a encore plus stressé pour la deuxième partie du film. Ça m'a comme... Puis, il faut dire que j'aime aussi beaucoup cette ambiance-là de slow burn, là, fait que snow burner, puis tout ça. Fait que je pense qu'il faut être aussi sympathique à ce genre de film-là.
en partant, c'est pas la tasse de thé de tout le monde, puis c'est bien correct aussi. Mais pour moi, ouais, pour moi, là, The House of the Devil, c'est comme un des derniers, ben pas des derniers, là, mais dans les dernières années, là, c'est un des tops là, pour moi. Je me le retape souvent. Ouais. Je serais peut-être dû pour le réécouter. Mais j'ai rien contre les slow burn. Là. J'adore ça. Ouais. Je veux dire, The Witch, j'ai bien aimé. C'est le slow burn par excellence. Mais je sais pas, j'ai trouvé j'aurais aimé ça une finale plus spectaculaire. Tu sais. C'est un excellent film, mais dans ceux que j'ai vus de Ty West, c'est lui que j'aime le moins, finalement. C'est ça. Non, mais c'est normal parce que tu n'as pas encore vu Cabin Fever 2. Oui, c'est ça. Ça aide des fois à les comparer, tu sais. C'est ça. Je niaise un peu, là, mais genre... mais pour conclure, finalement, tu sais, je pense que c'est le premier film, en fait, où c'est que sa patte de cinéaste va vraiment comme être apparente, là, puis c'est... Ouais. C'est à partir de ça qu'il va construire le reste de son univers cinématographique. Là. Fait que, d'ailleurs, quand tu dis sa patte de cinéaste, il y en a une, c'est vraiment un réalisateur d'auteur, là, de films d'auteur. On le reconnaît quand on le voit, mais en même temps, ses films sont tellement différents. Il va jouer avec les genres, avec les émotions qu'il transmet. Fait en même temps d'avoir sa touche personnelle, il va être capable de nous surprendre finalement à chaque film. Puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment unique auprès de les réalisateurs d'habitude. Ils font pas toute la... Oh, je vais me taire. Non, mais c'est un excellent segue pour passer à The Innkeepers. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire plus différent quasiment entre The House of the Devil et The Innkeepers là, en termes de ton. Là. Il y a quand même un lien super intéressant aussi entre les deux, mais je te laisse... mais vas-y, j'avais pas... la seule introduction que j'aurais fait, c'est pour dire c'est probablement son film le plus comme connu des fans, lui qui a peut-être eu le plus de rayonnement avant X. Raison. Ouais. Il est souvent perçu un peu comme son chef-d'œuvre. Peut-être qu'il va être détrôné par X prochainement, mais on verra bien. Ah ouais, tu penses que les gens trouvent Innkeepers supérieur à... D'après ce que j'ai vu dans la plupart des commentaires, oui, mais... OK. Je savais pas. Mais dans le fond, c'est l'histoire un peu, justement, et comment décrire ça? C'est deux amis, Claire et Luke, qui travaillent dans un hôtel, finalement, puis qui décident de comme devenir un peu des chasseurs de fantômes dans cet hôtel-là. Puis il va se passer plein d'affaires, puis est-ce qu'il va y avoir un fantôme, est-ce qu'il n'y en aura pas? Ça reste à voir. Après ça, il y a une cliente qui arrive, qui est comme un peu une voyante, qui va mettre son grain de sel dans l'histoire. Ça va dans tous les sens, puis il y a une fin absolument géniale à laquelle on ne s'attend pas. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que de toute façon, vu qu'on va spoiler, vous l'avez tous déjà vu, ça ne sert à rien que je fasse un résumé complet. Mais peut-être Marc en premier, qu'est-ce que tu as pensé de Innkeepers? Mais moi, j'adore Innkeepers. Encore, tantôt, on parlait de cinéma minimaliste, puis ce qui est intéressant, c'est que tu as un lieu, tu as une poignée de personnages qui sont super attachants, qui sont bien développés. Puis, tu as un mystère. Donc, tu as quelques autres personnages qui viennent se greffer alentour, mais moi, ce genre de cinéma-là, je trouve ça super intéressant. C'est un quasi 8 kilos, en fait. Puis, j'adore les histoires de fantômes, fait que, évidemment, ça vient beaucoup me chercher. Ce film-là, ce que je te disais tantôt, le lien entre les deux films, c'est que pendant le tournage de House of the Devil, Ty West, il logeait à cet hôtel-là, le Yankee Peddler Inn. C'était pour vrai? Oui, c'est un vrai hôtel, puis il y a une vraie histoire de fantôme associée à cet hôtel-là, dans la chambre, je ne me souviens plus quel numéro, là, je l'ai ici si je fouille, mais donc, et oui, Ty West a dit que pendant qu'il habitait là, il y avait des trucs étranges qui se produisaient, des télés qui s'allumaient tout seuls, des lumières qui se fermaient, etc., des petits trucs comme ça, là, on s'entend. Mais ça l'a quand même attiré vers
la légende en arrière de cet hôtel-là. Puis c'est ça qui a décidé d'en faire un film. Puis ce qui est intéressant, c'est que il a tourné le film à même l'hôtel, puis pendant le tournage, le casting habitait dans l'hôtel. Donc, quand tu parles d'immersion, là, on est presque au niveau du projet Blair. Là, je sais pas, mais... Y avait-tu des serviettes dans la salle de bain? On ose espérer que oui. Mais oui, pour moi, c'est un film de fantôme excessivement sympathique, jusqu'à la finale qui est excessivement brutale. Une autre façon de déstabiliser son spectateur, c'est de tuer son héroïne. Ben oui. À chaque fois que on dirait tellement briser le cœur. Et c'est très brise-cœur, puis on dirait qu'à chaque fois, je l'oublie, j'arrive à oublier ce détail-là, puis je fais comme, hey, c'est vrai, elle meurt à la fin. Comment tu peux tuer cette jeune femme si sympathique, puis rayonnante, puis ça nous jette dans une espèce de quelque chose de très tristesse, dark. C'est ça, exactement. Ouais, surtout que, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, jusqu'à la toute fin, j'ai eu un doute à savoir s'il y avait des fantômes ou pas. Ben, c'est voulu, effectivement. C'est voulu, c'est ça, okay. Moi et tout, la première fois que je l'ai vu... Parce que tu sens que le gars, tu sais, il parle de fantômes, puis tout ça, puis, tu sais, avec beaucoup d'enthousiasme, puis elle, quand elle arrive, puis elle en parle, ah ben là, il ne croit plus. Donc, tu sais, tu vois dès le début que lui, il est sceptique, il ne croit pas vraiment. Puis je me demandais, il fait-tu une joke? C'est-tu comme un mauvais prank? Tu sais? Ouais. Fait que, moi et tout, je m'étais dit ça la première fois que j'ai écouté. Ah, puis c'est à la fin, quand il meurt, que tu te dis, ben là, c'est sûr que, clairement, quand tu vois l'homme mort, et après ça, le mort qui marche, là, tu te dis, ah, ben oui, finalement. Ouais. Non, moi, je peux dire mon avis. Je pense qu'on est rendu là. Moi, j'ai bien aimé Innkeepers. Le personnage principal est adorable. Je veux dire, il y a comme un côté enfantin. Excusez, je me vois. Tu nous as envoyé par Messenger un extrait de la scène où c'est que son ami fait faire le saut, là, puis que ça crie. Là, le moment relatable par excellence. Là. Oui, parce que ça arrive à tout le monde. Tu arrives en arrière de quelqu'un, tu ne veux pas lui faire peur, puis tu sais que tu vas lui faire peur, puis là, tu dis « Je veux pas te faire peur, mais je sais que je vais te faire peur. » Puis là, la fille, elle crie. Ah, Seigneur, ça m'a fait vraiment rire. Puis non, tous les personnages, en fait, le personnage principal est attachant, sauf que tous les personnages sont soit haïssables. Excuse-moi, c'est parce qu'il faut qu'on précise qu'on filme avec la caméra, puis je vois juste le chien. Chloé, en train d'essayer de pogner le hamster, genre. C'est un cochon d'Inde. Là, je précise que le cochon d'Inde il est dans sa cage. Il est en sécurité. Oui, il est en sécurité. Mais là, ça se passe pas bien. Là. Il y a quelque chose qui va sacrer le camp. Non, il est correct. La cage, elle tient bien. Le chien n'est pas assez grand pour aller le voir. Mais il fait une obsession sur ce cochon d'Inde-là. Puis ça y a pris comme 3 mois pour réaliser que le cochon était là. Puis là, ça fait 3 semaines peut-être qu'il me fait ça, là, qu'il se met à obséder. Là. Attendez. C'est correct, de toute façon, je vais couper au montage. Attends, je vais essayer. Parce que moi, évidemment, attendez. Je vais le mettre dans sa cave. Attendez. Excusez. Ah, mon chat est vraiment pas du monde, c'est temps-ci. Ah oui. C'est quoi dans l'air? Moi et tout, mon chat, il est allé mettre son chien à sa cage pour pas qu'il gosse pendant le tournage. Attends, non, mais moi et tout, mon chat, en ce moment, il est comme pas gérable. Là. On dirait qu'il est comme dans sa crise d'adolescence. Là. C'est ridicule. Qui ça? Mon chat. Ah, qu'est-ce que j'étais debout, fait que j'ai pas entendu. Là. Non, c'est ça. En ce moment, il est en mode genre, mettons, j'écoute la TV, puis là, ça va mordiller le fil HDI, puis je suis comme genre, qu'est-ce que tu calisses? Ou ben, tu sais, genre, mettons que je laisse tout seul à la patte, il va pas faire tomber des verres, mais si je suis devant lui, il va se mettre devant moi, puis il va commencer à pousser un verre pour le faire tomber. Oui. Je suis comme genre, sérieux, dude? Ça, c'est mon oiseau. Depuis que Toby est ici, elle a commencé à se faire un nid en dessous de
de la bibliothèque de ma fille. Elle prend des vieux Kleenex sales, elle les déchiquette en morceaux, puis elle les met comme en dessous dans le fond de la bibliothèque, en dessous de la tablette du bas. En avant, c'est fermé. Mm-hmm. Fait qu'en arrière, il y a un trou, mais tu ne peux pas voir en avant. Fait qu'elle est vraiment comme dans sa petite cabane. Petite caverne, oui. Puis là, c'est ça, je ramasse des Kleenex déchiquetés à toutes les semaines. Elle va faire ça là. Je l'ai filmé tantôt, elle est tellement drôle. Je la vois, tu sais, elle sort sa petite tête, là, elle regarde. Je te dis, ces animaux-là. Mm. Hello. Je vais reprendre le cut. J'ai tout coupé la section animaux, inquiétez-vous pas. Là, il devrait être correct quand que. Tu sais, j'aime pas ça mettre des animaux dans la cage, mais il fait vraiment, tu sais, c'est une obsession qu'il a, là. Ben oui. Il est OCD, là. Fait que quand il se met à sauter de main, je le mets dans sa cage, là, il change les idées un petit peu. Puis, Ah ouais, ça va être calme. Ouais. Fait que, je sais plus ce qu'on en était. Je pense que Chloé, t'avais commencé à parler de ton appréciation de Innkeepers, mais... Oui. Je devais... tu parlais du bout où il a fait le saut, puis... Ouais, mais je pense que j'avais fini là-dessus. Puis, en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, je peux faire une transition, puis... Avais-tu autre chose à dire sur Innkeepers, Marc, toi? Ou sinon... Non, moi, je pense que j'avais fait pas mal... Ah oui, je me rappelle ce que je disais. Je disais que les personnages étaient tous... intéressant. Okay, ben, t'avais-tu autre chose à élaborer là-dessus? Ben, je me rappelle plus ce que j'ai eu le temps de dire ou pas, mais... Regarde, relance ta pensée depuis le début, je vais arranger son montage. OK, parfait. Il n'y a pas juste le personnage principal qui est super attachant. Tous les personnages ont quelque chose, qu'ils soient attachants ou détestables. Ils ont tous... une personnalité très forte. Je pense, pour moi, en tout cas, ça fait vraiment la force d'une fiction, que ce soit un film, un roman. Tu sais, quand que les personnages, on y croit, moi, je crois au reste. Tu sais, ça m'en prend pas plus que ça, là, finalement. Tu sais. Fait que t'as le personnage principal qui est absolument magnifique dans son âme. Puis, t'as son ami que tu vois, tu sais, qui est un peu... qui fait... j'ai ri, là, je sais que le film, il commence à dater, mais quand il montre son site Internet, puis ça date de 1995, puis là, elle la regarde, puis elle fait « Wow, c'est vraiment beau! » C'est le futur! Je pensais que tu parlais de l'espèce de vidéo, là, tu sais, où tu regardes super longtemps, là, tu attends quelque chose qui... là. Celle-là aussi, on l'a vu souvent, exactement. Mais c'est quand même très drôle. Moi, ça m'a rappelé le maudit film là, de la pub de voiture, là, tu sais, on voit une voiture, là, puis Seigneur, ça a traumatisé toute une génération, ce film-là. Le site web de 95, ça me fait penser, genre, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous êtes au courant que le site web du film Space Jam est encore en activité, puis encore la même esthétique que dans les années 95, genre? Space Jam, le film? Ouais. Space Jam, il n'a jamais fermé le site web du film, genre Warner. Et que tu peux encore aller voir le site, puis c'est comme le même site qui est en 95, puis c'est comme blast to the pass, là. C'est drôle parce que The Innkeepers, il n'est pas tellement défini dans le temps. On ne sait pas trop. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de cellulaire, on ne voit pas d'écran. Fait que c'est dur de. On ne voit même pas, je pense, une voiture. Fait que c'est dur de savoir dans quelle époque ça se passe. Mais quand on voit, à chaque fois qu'on voit ce site web-là, je fais comme ouais, c'est vrai que c'est dans les années 90. Puis moi, je suis plus vieux que vous, je pense. Puis je me souviens, je faisais des sites exactement comme ça à l'époque, avec des espèces de... Je tripais sur des trucs de fantômes, fait que je mettais des petits gifs de fantômes, fait que moi, ça vient beaucoup me chercher. Hey, là, je suis sur le site de Space Jam. C'est vrai, je vais aller voir ça tantôt. C'est sûr que c'est pas une joke qu'ils ont faite pour le nouveau film? Non, ça existait avant que l'annonce du film soit faite. Moi, c'est un des petits trésors que je partage aux gens de temps en temps. C'est drôle. C'est ça, Innkeepers à conseiller vraiment qui a un pied dans la comédie, un pied dans l'horreur, un pied dans l'espèce de côté film indie, un petit peu histoire d'amour, un petit peu c'est vraiment un film qui touche à plusieurs tons, mais qui fait un beau travail équilibriste parce que il n'y a rien qui se
qui se cannibalisent entre eux là, tous les tons fonctionnels. Et c'est un petit bijou qui va être mémorable pour tout le monde, j'en ai l'impression. Ouais. Puis tu parles de l'histoire d'amour, juste pour faire une parenthèse avant de passer à l'autre film, mais ça dose juste assez. L'histoire d'amour, elle aboutit pas. Puis c'est ça qui est cool. Puis fait qu'il y a toujours un bon dosage. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Vraiment. Puis, je veux faire quand même un petit... ce film-là a eu un budget de moins d'1 million de dollars là, quand même. Fait que quand on s'en va dans les... je pense que je vois 750 000, là, c'est environ, là, mais quand c'est presque maison, là, fait que je pense qu'il fait des petits bijoux. House of the Devil aussi, c'est en bas d'1 million. Fait que pour ça, il y a vraiment un travail remarquable là, qui est fait. Là. Vraiment. Oui, absolument. Avant de passer à The Sacrament, on peut peut-être glisser 2 mots sur ces segments dans les films anthologiques VHS, puis il y a des ABC of Death. En fait, surtout ABCs of Death, là, Chloé et moi, avant qu'on commence le tournage, on s'est reparlé de son segment qui est le M is for Miscarriage. Hey, puis je voulais le revoir parce que je me souviens que j'avais tellement hâte de voir le segment de Ty West. Puis quand je l'ai vu, j'étais comme, qu'est-ce que je viens de voir? Genre, je n'ai pas compris. Fait que j'ai hâte que vous m'en parliez. Ben, moi, je me rappelle pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais je me rappelle que c'est le segment qui m'a traumatisée. Parce que tu comprends pas justement, comme tu dis, qu'est-ce qui se passe. OK. Jusqu'à ce que le M for Miscarriage apparaît. Puis là, tu fais « Oh, shit! » Ah, ben écoute, je pense que tu viens de me faire comprendre parce que je l'ai pas... je l'ai pas revu depuis, puis je voulais le voir, puis ça m'a complètement sorti de la tête. Je pense qu'il est trouvable sur YouTube en passant. Mais... OK, je viens de catcher. On va pas... Ah, c'est excellent. On va peut-être pas l'aborder parce que ça dure genre 1 minute 30. Là, oui, c'est ça, ouais. Mais on vous conseille de garder un œil ouvert si vous revoyez ou si vous voyez pour la première fois de ABCs of Death. D'ailleurs, on a profité pour le conseiller, ABCs of Death. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même intéressant dans le terme d'exercice de style. C'est sûr, c'est inégal, là, comme tous les films anthologiques. Mais... Oui, c'est ça. Mais moi, j'adore... Oh mon Dieu, oui. OK, excusez, je viens de partir... c'est pas très long. Je me suis dit, je vais le partir sur le côté, puis là, tout vient de me revenir. Seigneur, excusez. Bref, si vous aimez les courts-métrages, c'est pas tout le monde qui aime ça parce que justement, c'est souvent à petit budget, c'est très rapide, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage, de comprendre l'histoire, de développer une histoire, tu sais. Mais je trouve que l'exercice de style, justement, de faire des tout petits courts-métrages, je pense qu'il y avait un maximum de moins de 2 minutes, ça se peut-tu? Oui, quelque chose comme ça. Le principe du film, en fait, c'est qu'il y a une lettre de l'alphabet, c'est égal en court-métrage, donc vous imaginez que si on ne veut pas que ça dure 6 heures... C'est ça, exactement. En tout cas, tout ça pour dire que même les courts-métrages peuvent avoir la peine de s'y attarder pour peu qu'on s'intéresse au style, mais là, ce qui nous intéresse, c'est The Sacrament. Sa 2e collaboration avec Eli Roth, là, si on compte Cabin Fever 2. The Sacrament, qui est un found footage qui retrace un peu c'est filmé comme une vidéo de Vice, fait que déjà là, en termes d'exercice de style, c'est intéressant. Pour ceux qui ne se rappellent plus, Vice, c'était un média qui était pertinent dans les années 2010. Et qui a un peu disparu aujourd'hui, et qui existe encore, mais qu'il y a beaucoup moins de pertinence. Puis, dans le fond, le principe, c'est des documentaristes, grosso modo, de Vice qui s'en vont filmer une espèce de camp où c'est que des gens vont habiter, puis finalement, aux alentours de ça, on se rend compte que c'est une espèce de culte. Et, spoiler, ça se termine en genre de Jonestown Massacre, c'est que tout le monde va boire le Kool-Aid. C'est pas un spoiler, parce que c'est Jonestown Massacre. Ouais, c'est ça. C'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Mais tu sais, c'est pas explicité dès le début, mais c'est ça. Donc, très intéressant. Si je peux commencer, en fait, le fait de choisir de faire ça à travers le prisme des vidéos de Vice, je trouve ça très intéressant.
ça donnait une excuse qui était intéressante pour le fan footage, puis que que les cinéastes avaient envie de filmer parce que c'est des documentaristes, à la base. C'est pas juste du monde qui ont des caméras par hasard, comme dans bien les fan footage, c'est que t'es comme genre, ouais, t'aurais pu arrêter de filmer à ce moment-là. Puis chaque fois que c'est filmé, ça a du sens. Puis encore une fois, un beau travail sur aller à l'encontre des attentes, puis qui donne du réalisme à la chose. Du réalisme à la chose dans le sens où, moi, là, par exemple, quand je l'ai vu, puis que après le party, où c'est que la petite fille leur donne Help Us, puis là, ils vont la voir, puis là, ils s'en vont se coucher. J'étais sûr qu'il allait se passer de quoi pendant la nuit, qu'il allait avoir qu'elle allait se faire la merde allait pogner pendant la nuit. Mais non, la nuit passe au complet, puis toute la merde pogne au matin. Et déjà là, je trouvais ça assez original dans l'approche. Et en termes de thématique, c'est, comme on dit, c'est Johnstown Massacre, donc c'est vraiment une espèce de regard sur le culte de la personnalité qui peut se créer avec des aspects religieux. Des thématiques en filigrane qui sont intéressantes, notamment sur le côté un peu voyeur qu'on peut avoir, nous, en tant que spectateurs, de comme vouloir en savoir plus, sur ce qui se passe, mais en même temps, ce qui se passe, c'est comme horrible. Et ça finit comme en gros massacre collectif, mais ça a quand même genre le côté très réaliste puis qui est comme accentué par le côté caméra-épaule et fan footage marche vraiment. Puis c'est un film qui te fonce dessus, là, c'est un film un peu coup de poing. Là. En termes de film fan footage et en termes de film de culte, ça se maintient assez haut selon moi. J'ai vraiment apprécié mon expérience. Qu'en est-il de vous, mes chers co-animateurs? Mais écoute, moi, je peux-tu... Oui, vas-y. T'inscrire en faux si tu veux. Mais moi, tu vois, j'adore les fan footage, j'adore les trucs de secte. Mais celui-là, je l'ai revu parce que je me souviens, la première fois que je l'ai vu, je n'avais pas aimé ça. Je pense que peut-être la barre était trop haute. J'avais trop aimé ses précédents films. J'étais comme, oh my God, Ty West qui fait un film de secte, ça va être malade, genre. Puis c'est un film qui me fait rien quand je le vois. Puis je n'arrive pas à mettre le doigt pourquoi je l'ai revu récemment parce que je me suis dit peut-être que ça fait 10 ans de ça ou pas. C'était en quelle année? 2013, ça fait presque 10 ans. Je disais, peut-être que je vais le voir d'un autre œil. Puis non, ça m'a encore rien fait. Je trouve pas l'interprétation particulièrement bonne, surtout au niveau celle qui joue le rôle de la sœur. Ouais. Elle m'énerve. Ça, je suis d'accord que moi et tout, elle me gossait. Puis quand tu entres dans le found footage, là, ça devient très particulier. J'haïs ça, le monde qui font ça dans les films, qui essaie d'ancrer trop les films dans la réalité, comme « Ah, ça se fait pas. Ah, ça se fait pas. » Moi, ça me gosse parce que je suis comme « OK, là, accepte que tu es en train de voir un film. » puis que Mais quand tu rentres dans le found footage qui essaie de répliquer ou reproduire la réalité, là, ça devient un peu plus pointu. Puis il y a des moments, autant où tu disais comme que la caméra était tout le temps justifiée, mais autant je me disais « OK, mais il y a trop de moments dans le film où je me dis, mais pourquoi tu la pointes vers là, la caméra? OK, on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver vers là d'abord. Pourquoi tu reprends ta caméra? Pourquoi tu es si stické à ta caméra que ça? Parce que là, tu sais, le bordel est pogné, tu n'en as plus besoin de ta caméra, genre, faut que tu sauves ta vie. Il y a trop d'affaires de même sur quoi je stick plutôt que juste avoir du fun avec le scénario. Je ne sais pas, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus précisément, mais ce film-là, il n'est pas venu me chercher. Mais Chloé, tu peux peut-être finir en beauté? Oui, absolument. Parce que... Moi, ça, c'est le deuxième film que j'avais oublié, que j'avais vu, puis c'est pour des raisons complètement différentes. En fait, mon cerveau a décidé que c'était un petit peu trop pour lui. J'ai fait une obsession sur Johnstown il y a quelques années. Puis, tu sais, j'aime beaucoup tout ce qui est true crime, fait que ça m'avait, de fil en aiguille, j'avais comme fait, je m'étais informée là-dessus. C'était un événement vraiment horrible, mais tu sais, qui dépasse l'entendement, là, tu sais. Puis, je trouve que The Sacrament, c'est, comme tu disais, Raphaël, c'est tellement ancré dans la réalité que j'avais vraiment l'impression de voir ce qui s'était passé. Puis, le personnage, l'acteur, en fait, qui joue Father. Ouais. Moi, le bout de l'entrevue, là,
et que je suis pas bien. Je suis pas bien. Non seulement l'acteur est excellent, mais en plus, le texte est tellement bien écrit parce que c'est ça un manipulateur, c'est ça un chef de culte. Tu sais, il va passer son message de façon tellement insidieuse. Puis là, il fait référence à sa femme qui est enceinte, tu sais, au journaliste, puis il dit, tu sais, mais non, mais je dis ça comme ça, puis tout ça, mais tout de suite, c'est une menace. Tu le sais que c'est une menace. Face à l'audience, il ne voit pas que c'est une menace, mais celui qui est visé, il comprend que c'en est une, par exemple, tu sais. Puis, moi, je trouve ça fascinant. Des gens qui ont cette... c'est l'espèce de pouvoir-là de comme... Ouais, c'est ça. C'est démoniaque, là, tu sais. Puis là, en plus, avec les enfants là-dedans, on oublie ça, là. Puis c'est ça qui s'est passé. Les parents faisaient boire du poison à leurs enfants. Puis Ty West, ça, il nous le montre. C'est rough, là. T'sais? Fait que je pense que c'est la barrière. Il a réussi à franchir. Tu regardes un documentaire de True Crime, ça va être, ils vont raconter l'histoire, tu vas voir des images d'archives. Là, lui, il a réussi à comme passer la barrière comme si tu regardais vraiment un documentaire. Je trouvais que c'était Uncanny Valley un peu. Là. Tu regardes ça, puis t'es pas bien. Là. Puis, moi, avant X... Oui, excuse. Je peux juste dire, tu as raison, puis genre, autant des fois, la violence dans le film d'horreur, on peut la trouver fun dans ce film-là, la violence est choquante. Là. Oui, il y a quelque chose de profondément genre dérangeant. Là. Exact. Ouais, puis non, c'est ça. Avant d'avoir vu X, c'était mon préféré. Entre Innkeepers, House of the Devil, puis Sacrament qui est numéro 1. Puis ça veut pas dire que je vais être capable de réécouter, par contre. Wow! J'aurais aimé ça, ressentir tout ça. Je voulais. Là-dessus, est-ce qu'on passe à X, qui peut être techniquement un peu principal? Je pense qu'on a toutes beaucoup de choses à dire, puis je pense que c'est le film pour lequel la plupart des gens écoutent l'épisode, en fait. Donc, X, nouvelle sortie, A24. Par où commencer? Je pense qu'on peut commencer par dire qu'on a tout aimé ça. On s'en est parlé hors podcast, mais on a tout apprécié le film. Là. Il n'y aura pas de personne qui va s'inscrire en faux pour celui-là. On a tout apprécié peut-être à différents niveaux, mais on a tout aimé le film. X, comme vous le savez tous, parce qu'on va spoiler, fait que si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu le film ou que vous en foutez d'avoir des clés d'interprétation. Parce que c'est le film qui est en salle actuellement et qui est probablement son film qui va, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, qui va mettre Ty West dans l'esprit des gens. Ça raconte l'histoire d'une gang qui s'en vont filmer un film X, d'où le titre, entre autres, dans une ferme pour avoir un décor un peu campagnard. Et en arrivant, ils vont se rendre compte que leurs hôtes, le couple qui habite à côté de ceux qui vont tourner le film, est peut-être un peu étrange, peut-être des pulsions meurtrières et peut-être d'autres éléments. D'autres genres de pulsions? D'autres genres de pulsions, exactement. Donc, ça va prendre une chire à partir de ce moment-là. Et pour commencer, Marc, je t'ai lancé en premier. Qu'est-ce que tu as pensé de X? Je pense que j'ai aussi écrit la critique sur Horreur Québec, fait que j'ai pas mal aussi donné mon opinion, mais là, ça va être intéressant de pouvoir, parce qu'évidemment, pendant que j'écris la critique, j'essaie de ne pas trop donner de spoiler. Puis c'est difficile de parler de ce film-là sans parler de tous ces revirements. Il y a beaucoup de revirements dans X. Premièrement, c'est un film excessivement divertissant, autant pour l'œil que pour le fan de cinéma d'horreur, autant du slasher que à la Texas Chainsaw. On est encore une fois dans une recréation d'une époque en particulier. Ici, on est dans les années 70. Tout Strength à peu près tel
Texas Chainsaw Massacre, de notre classique préféré à tous, je crois, ou à peu près. Fait que c'est difficile de ne pas aimer ce film-là aussi, c'est bien fait. C'est fait avec subtilité, même si on parle je me sens mal de dire subtilité, là, puis j'ai comme les scènes gore qui me reviennent en tête. Ça ne donne pas dans la subtilité, mais comme tu disais, Raphaël, il y a quelque chose d'intéressant avec le fait qu'on tourne un film porno, mais que les images ne deviennent pas... Si ce film-là avait été fait justement à la fin des années 90 ou au début des années 2000, ça aurait peut-être viré autrement, ça aurait focusé, peut-être qu'avec entre les mains des mauvaises personnes, ça aurait focusé sur les poitrines, les fesses, l'action, nanana. Ici, c'est pas du tout ça dont il est question, même si on tourne un porno, c'est ce qui est très intéressant. Il y a aussi, excuse, je t'interromps, mais il y a aussi une question de point de vue parce que souvent dans les slashers, quand on voit des poitrines, c'est des jeunes filles sans défense qui vont se retrouver. Tandis que là, on parle d'actrices qui sont pleinement en contrôle de leur corps et de leurs décisions. Donc là, tout de suite, on change de point de vue là, par rapport à la nudité. Puis, on est davantage dans la conception d'un film porno. Puis, quand tu tournes un porno, c'est pas nécessairement toujours excitant. Il y a des trucs un peu moins, un peu plus techniques, un peu moins érotisants, mettons. Fait qu'on est un peu... Ça, c'est vraiment intéressant aussi quand les scènes fictives de cette porno-là réfléchissent avec ce qui se passe dans le vrai scénario, scénario du film, mais c'est encore un scénario. Mais bon, il y a comme un jeu vraiment intéressant qui se crée ici, une réciprocité entre ce qui se déroule à l'écran et tout ça. Il y a une volonté justement d'aller de superposer les points de vue. Il y a même des scènes de split screen là, pour montrer notamment la scène super cool où c'est qu'il chante Landslide de Fleetwood Mac. Là. Ben oui, écoute, j'ai vu le film, ça fait longtemps que j'ai vu le film parce que j'avais la chance de le voir en presse, puis c'était comme 2 semaines avant qu'il sorte, fait qu'on dirait que ça fait déjà longtemps, puis j'ai hâte de le revoir. Puis je me souviens que pendant ce temps-là, pendant cette scène-là, j'étais comme, oh, il se passe trop d'affaires, là, mon cerveau, il spinait. Puis tu sais, quand tu écoutes un film, puis tu sais que tu vas faire la critique, on dirait que c'est pas la même chose que... Non, c'est clair. En tout cas, fait qu'il se passait beaucoup de choses dans ma tête à ce moment-là. Puis ce que je reprochais au film, en fait, c'est plus son dernier quart, mettons, parce qu'après ça, à partir de là, on pense qu'on s'en va développer quelque chose d'un peu plus personnel, un peu plus touchant, mais on vient rapidement au slasher. Puis, ce qui m'a dérangé un peu avec X, puis là, tu sais, je pèse mes mots parce que pour moi, tu sais, j'ai donné 4 sur 5, là, fait que c'est quand même un excellent pointage. Mais ça m'a dérangé qu'on traite de la vieillesse, du temps qui passe, de l'opposition entre la beauté, la jeunesse, la vieillesse, etc. Mais en essayant de dégoûter le spectateur avec un corps de vieille madame. Ouais, là, j'étais comme, mais tu viens de nous dire l'inverse là, en ce moment. Tu essaies de rendre ça beau, touchant, mais tu essaies en même temps de nous dégoûter avec son corps, tu sais, quand elle va se coucher dans le lit, puis là, tu sais, je comprends le jeu en même temps, mais je comprends que si j'ai 16 ans puis je vais voir ce film-là, je vais faire comme, tu sais, genre, c'est dégueulasse, la grand-mère est dans son lit, tu sais, genre... Moi, je trouvais cet aspect-là du film vraiment juvénile. Puis, j'ai trouvé que ça venait tout défaire ce qu'il avait essayé de créer au scénario. Ceci dit, ça, c'est quand on prend le film très au sérieux, puis quand on se met à le décortiquer, à l'analyser, mais ceci dit, en tant que spectateur, c'est un film excessivement divertissant, le fun, les gore, les scènes de meurtre, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont excessivement... Écoute, la scène du coup, là. Oui. Ouais. Fuck! C'est long, elle se donne. C'est vraiment intense. Ouais. Puis j'avais très hâte de vous en parler. Ben, je sais qu'on va faire un petit tour de piste, mais j'avais très hâte de vous en parler pour vous demander si vous aviez deviné
que c'était Maya Goth qui jouait la vieille femme. Non! Yes! C'est malade, c'est ça que j'espérais. Ils nous ont fait un Suspiria. Écoute, on peut en parler plus tard parce que j'ai des bouts d'entrevue. On va faire un tour de piste, puis on va revenir plus tard parce que j'ai des bouts d'entrevue avec Ty West que j'ai réservé juste pour ici parce que c'était trop spoiler. Fait que je vais vous laisser parler avant. Veux-tu y aller, Chloé? Oui, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la laideur et la vieillesse parce que je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas le défendre en disant ça, je vais juste faire mon avocat du diable. Je pense que, dans le fond, la façon que je vois ça, c'est que la première moitié du film, Ty West a fait qu'est-ce que lui voulait. La deuxième moitié du film, Ty West nous a donné qu'est-ce qu'il pensait que le spectateur voudrait voir. Puis, je pense qu'il a vraiment pensé aux vrais fans d'horreur. Puis, je pense qu'il y a énormément d'humour dans la deuxième partie. C'est ça. Est-ce qu'on peut rire de tout? Ça, c'est un autre débat dans lequel je n'embarquerai pas. Mais je pense qu'il faut voir ça à un deuxième degré. Je pense que le côté émotif, c'est pas ça exactement qu'il allait chercher. Puis, excuse, tu allais dire? Ah non, mais c'est parce que moi, j'ai pensé que la scène de la danse nous amenait vers quelque chose de plus sensible. Mais finalement, pas du tout, tu sais. Mais je te laisse continuer. Bien, je riais, on jasait avec d'autres podcasteurs, puis je disais qu'on pouvait reconnaître les vrais fans de films d'horreur dans la salle de cinéma parce que c'est ceux qui riaient dans la deuxième partie. Ah, intéressant. Tandis que les autres, ils étaient comme... Puis moi, puis il y avait un autre gars en arrière, on était là... On était morts de rire, tu sais. Parce que tu sais, je veux dire, on s'entend... Le plot principal, là, c'est hilarant. Là. Je veux dire, c'est une vieille madame en manque de sexe qui va se défouler sur des petits jeunes. Là. Y a-t-il quelque chose de... il y a comme quelque chose de vraiment comique là-dedans. Là, puis, mais en même temps, c'est très triste. Oui, c'est ça. Mais tu sais... C'est ça. Peut-être que si j'avais 70 ans, j'aurais pas le même discours. Mais je pense que... Mais moi, c'est juste, je pensais à ma grand-mère en même temps, puis j'étais comme, voyons! Mais par rapport à ça, pour faire un peu de pouce sur ce que tu dis, Chloé, dans cette fameuse conversation avec d'autres podcasteurs-là, je t'ai dit qu'à certains égards, X, c'est un peu le Scream 5 que j'avais envie de voir. Là, c'est le moment du podcast aussi que je t'explique ce que je veux dire par là. C'est que quand on a fait notre épisode précédemment sur Scream, je disais que s'il y avait besoin de faire un Scream, de jouer avec les codes des films d'horreur des années dans lesquelles on vit, mettons, de faire un Scream qui est actuel, il fallait aller genre dans le sens d'essayer de contredire, mettons, les films à la A24, les films qui sont l'horreur un peu mainstream aujourd'hui. Puis ce film-là, je trouve qu'il y a vraiment cette volonté de faire ça, de faire un film qui est comme, oui, un peu comme la démarche un peu de Craven que Craven pouvait avoir dans Scream, de comme faire un film qui est conscient de ce qui est, mais qui en même temps est capable de comme décortiquer son approche puis de faire quelque chose de différent. Tu sais, justement, c'est exactement ce que tu as dit, Chloé. Tu sais, il y a un côté vraiment... On amène un spectateur à comme s'imaginer que ça va être quelque chose, puis on va à contresens, on dit que ça va être ça finalement, puis ça va être, tu sais, justement, tu sais, vous attendez à ce que ça soit ça un film d'horreur en 2022. Ben sinon, ça peut être ça aussi, tu sais. Il y a comme, je trouverais ça intéressant de ce mélange de tons-là. Puis le mélange de tons, on en parle depuis le début de la discussion. C'est vraiment quelque chose qui est présent chez Ty West. Puis, fait que j'ai vraiment apprécié ça. Puis, tu sais, ça n'enlève rien. Mais ce côté-là, pour moi, ça n'enlève rien non plus au côté dramatique puis à la puissance de certaines images. Tu sais, moi, c'est rendu un peu un cliché du podcast, mais j'ai tout le temps une fascination pour les plans de caméra que je ne comprends pas. Puis au début, il y en a, le premier plan du film, c'est quelque chose qui genre pendant le trois quarts du film. C'est malade, excuse. Je me suis demandé pourquoi il avait fait ça, parce que genre là, c'est un petit peu technique, mais quand le film commence, tu as l'impression qu'il est filmé en 4/3 parce que c'est filmé à travers la porte de la grange. Puis après ça, la caméra avance, puis tu te rends compte que tu étais dans une grange, puis là, ça passe en scope. Puis je me suis demandé pendant toute la première moitié du film, qu'est-ce qu'il voulait dire par là. J'ai aucun souvenir de ça.
Mais ça passe vite, mais c'est genre exactement le genre de plan qui peut paraître insignifiant, mais que je passe trop d'attention dessus. Là. Puis j'ai trouvé ça intéressant, puis je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire. Puis tu sais, justement, je pense que c'est un peu le propos du film aussi de se dire, au début, tu pourrais t'attendre à voir quelque chose justement de peut-être plus réaliste. Là, justement, le côté 4 tiers, c'est le plan traditionnel de la télévision, des caméras qu'on avait à l'époque, là, filmées, etc. Puis après ça, vu que ça saute, tu dis ah non, c'est un délire de cinéma, ça va être un peu n'importe quoi. Fait que peut-être que moi, c'est comme ça que je l'analyse a posteriori. Fait que, je pense qu'il y a plein de petites clés comme ça d'interprétation qui sont intéressantes. Puis il y a énormément d'ironie, là, notamment au niveau de la musique, on en a déjà un peu parlé, mais aussi au niveau, tout le preacher qui passe à la TV durant tout le film, puis qui se termine en disant, genre, justement, ma fille. Non, mais oui, puis en plus, qui lance un peu le message du film, qui est le message du film qui est un peu genre fuck cette culture-là des bien-pensants puis du conservatisme. Là. C'est une célébration, ce film-là. Comme tu l'as dit, Chloé, genre les femmes sont libérées. Il y a le parallèle évident que tu as souligné aussi dans ton entrevue avec West, Marc, qui est entre le film X et le film d'horreur. Qui est dans la construction, que c'est deux types de cinéma qui se font un peu de manière indépendante, puis qui sont souvent, qui manquent de respect souvent, puis qui a aussi le côté justement, que c'est souvent décrié par justement des puristes en disant c'est malhonnête les films de Q, c'est malhonnête les films d'horreur. Puis finalement, quand tu regardes la Craft, c'est comme n'importe quel film. Là, c'est une construction, puis c'est de la fiction. Fait que puis justement, ce personnage-là de Preacher qui revient tout le temps, puis qui c'est un peu la clé d'interprétation du film au final, c'est que fuck cette mentalité-là, on fait des films d'horreur, puis on fait des films trash, puis c'est cool. Oui. Puis d'ailleurs, tu parles de respect, puis dans le milieu, puis tout ça. Le premier à mourir, c'est celui qui traite les autres filles de, je sais pas trop, là, de putain, là, en anglais, le slut to whore, là, qui dit, là. Oui, je me souviens pas de ça. Oui, parce que là, sa blonde, on n'est pas trop sûr. Ah oui. Elle veut faire une scène, puis là, il veut pas, parce qu'il n'a pas envie de la voir coucher avec un autre gars. Ce qui est compréhensible. Le problème, c'est que là, il va dire, non, tu comprends pas. Elle n'est pas comme les autres slots. Oui. C'est vrai que ça dérape, là. Oui. Puis c'est à partir de là que ça dérape, comme tu dis. Puis que lui, il représente une niche de conservatisme aussi, là. C'est comme le gars qui est comme, il tripe Godard, puis il tripe Nouvelle Vague, et puis, la raison pour laquelle il meurt, c'est aussi pour se moquer un peu de ça. Le film est vraiment à mi-chemin entre l'espèce de... Bon, j'aime pas ça parler de ça, mais on finit tout le temps par en parler, mais l'espèce qu'on appelle un peu le elevated horror. Oui, A24. Exactement, tu sais. Et je trouve ça cool que A24 ait fait un film comme ça qui est capable un peu d'avoir un espèce de regard sur eux-mêmes. Quelque chose de vraiment très intéressant. C'est vrai que ça va un peu à contre-courant de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Oui, parce Puis, en même temps, ça fait du sens qu'ils fassent quelque chose à contre-courant. Ben oui, exactement. C'est clair. Fait que c'est pour ça que quand je te disais, parce qu'au début, on voulait peut-être faire un truc sur A24, puis pour ce podcast-ci, puis j'étais comme mais c'est bizarre, je sortais genre de X, puis j'étais comme, on dirait que X, je le file pas comme un A24, puis j'ai compris un peu après, en réfléchissant un peu plus sur le film, que oui et non. Oui, c'est ça. C'est un peu les deux, mais dans l'entrevue, West disait que A24 laissait beaucoup aussi de liberté aux auteurs, donc ça, c'est tout à leur honneur. Ce qui n'est pas étonnant, puis c'est encore d'autant plus satisfaisant qu'ils reçoivent autant d'amour de la part des cinéphiles. C'est par contre un peu plus triste quand tu sais que les films sont un peu moins lucratifs, par exemple, ou quand ils font pas comme... Je sais que là, X, présentement en salle, c'est pas la grosse affaire, là, est-ce qu'il va rentrer dans son argent? Je sais pas à ce temps-ci, là, au moment où on enregistre, mais c'est triste que ce soit pas quelque chose de gros, là, ou d'un peu plus significatif au box-office, parce que ça aussi, ça vient en ligne de compte au final, et non pas que l'appréciation critique ou publique.
Mais je pense que quand j'avais hâte de voir comment ça allait être reçu, ce film-là. Puis je pense qu'en général, les gens ont bien aimé, non? Oui, je pense que c'est vraiment positif. Parce que moi, j'ai pas rencontré personne qui a dit que c'était pas bon. Moi, en fait, j'ai pas rencontré personne qui a pas dit que c'était extraordinaire. Vous parlerez, je sais que vous y avez parlé plus tôt, mais je sais aussi que Eric Arsenault n'a pas beaucoup aimé X. Oh! J'essaierai de lui tirer les verres du nez. OK. Ah, mais on s'est fait bref. dire, là, GF, qui est venu aussi plusieurs fois, là, il nous a dit, là, parlez pas en mal des X. Je sais, GF, c'est un grand fan de tout ce que Ty West a fait, puis même certains films dont on n'a pas parlé, là, parce qu'on n'a pas fait tout sa filmographie, mais ouais, c'est un grand fan de Ty West. On salue GF. Mais si vous voulez, je peux vous passer mes 2 petits bouts d'entrevue juste pour vous donner un petit peu plus de insight là-dessus. En fait, c'est en 2 parties. Ma première question, c'est très court. Ma première question, c'est que je lui demandais en fait pourquoi il avait particulièrement choisi Maya Goth pour ce rôle ou ce double rôle-là. En fait, dans ma question, c'était pas implicite que je parlais des doubles rôles, mais bon, c'est ce qu'il m'a répondu. I had followed her work. I think she's great. And then we met over Zoom, and she really got the movie, and she was really excited by the challenge of what it was going to be and the 2 characters and everything. I think she saw it as a really cool opportunity, just as an actor. Like, as I go back to talking about the craft, like from an actor craft standpoint, to play 2 people in a movie and like cross that, it's like, that's not easy. It's not like you just go, I want to do that, and then you just easily do that. I mean, it's a real endeavor. And I think she was very inspired by that challenge. And I was like, I believed her confidence. Like, I believed that she really wanted to do it and that she was up for that challenge. And so I think, like the character in the movie, I was just sort of charmed by that. Like, she was like, I could kill this. And I was like, I believe you. Bon, donc, grosso modo, il explique à quel point Maya Goth était intéressée et enthousiaste à jouer cette espèce de double rôle-là, parce que c'est quand même un peu demandant sur scène avec toutes les prothèses, tout ça. Puis, mais évidemment, il y a une scène dans la cuisine où ils se parlent entre elles. Mm-hmm. Elle lui offre une limonade, blablabla. Oui. Mais c'est tellement bien fait, en fait, que tu ne te rends pas compte que c'est avec elle qu'elle est en train de prendre une limonade, tu sais. Ils partagent plusieurs scènes. Il y a aussi la scène aussi, justement, pas longtemps après aussi, qu'ils regardent des photos ensemble. Puis il y a la fameuse scène du lit aussi, là, évidemment. Ouais. Puis la finale aussi, là, avec le gun et tout. Mais tout ça pour dire qu'elle était particulièrement comme prête à relever ce défi-là. Puis son espèce d'énergie a un peu charmé Ty West. C'est pour ça qu'il l'a engagé pour ça, pour ce rôle-là. Puis maintenant, aujourd'hui, on sait que c'est aussi elle, donc, qui va jouer dans le prequel qui s'intitule Pearl. Donc, c'est elle, le personnage, c'est elle en 1900, je pense que ça se déroule en 1918, tu comprends? Ouais, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas encore les images de Pearl, parce que là, il faut attendre un peu que les gens voient X, pour comprendre le lien entre les 2. Fait que c'est ce qui est intéressant. Maintenant, on parle même d'une trilogie là, dans les dernières nouvelles, mais bon, on verra. Là. Pearl a déjà été tournée secrètement là, en Australie. On a appris que ce film-là existait à la première mondiale du film à South by Southwest. Donc, il y a eu la projection. Puis ensuite, Ty West, avant le Q&A, il a fait comme « Hey, j'ai quelque chose à vous montrer. » Et voici le teaser de Pearl qui a déjà été filmé. Je trouve que c'est assez un move assez bold. Ouais. C'est assez... parce que là, tu sais, X n'est pas encore sorti. On ne sait pas si ça va faire... si les gens vont aimer ça, s'il va avoir un succès box-office, mais bon, que ça aille bien ou non, on va avoir Pearl. Puis, je soupçonne que ce film-là va sortir cette année, en fait. Oui, sûrement. Parce que je pense qu'il va juste comme profiter de cette... De la vague. Vague-là, en fait, oui, exactement. Pour nous balancer ça avant la fin de l'année, peut-être, parce que de toute façon, même la post-production du film est finie, fait qu'ils ont juste
en théorie, ils ont juste à lancer au cinéma. J'ai hâte de voir ce que tu donné parce que honnêtement, moi, j'avais entendu la nouvelle que Pearl existait avant d'aller voir le film, puis je me posais la question si c'était vraiment du franchise material là, X, là, dans le sens où... ben oui, c'est pas évident, non? Justement, c'est un slasher qui est pas, mais c'est pas des méchants de slasher traditionnels. Là, on en parlait tantôt, là, justement, c'est une vieille dame qui est en manque de sexe, puis un monsieur qui a des problèmes de cœur. C'est... Ouais. Même en les mettant dans le passé. Non, mais je sais pas, Jason, le tueur au masque. Exact, mais c'est là que je m'en allais, c'est ça. On est loin de même de Texas Chainsaw. La famille est beaucoup plus. Je veux dire, j'ai l'impression que moi, je serais devant eux, j'aurais les chances de m'en sortir, mais si je suis devant Leatherface, je meurs. Là, mais j'ai vu quand même parce que les États-Unis ont eu la chance d'avoir les images de Pearl en fin de crédit. En salle, ce qui n'a pas été le cas au Canada, malheureusement, mais vu qu'on est entre nous, si vous fouillez un petit peu dans les internets, YouTube, vous allez pouvoir les voir. Ça semble assez encore très humoristique. Je ne vais pas trop l'étiqueter. Mais ouais, les années 20, ça semble... Ouais, ça semble particulièrement drôle comme film. Évidemment, c'est un très court teaser. Là, on ne voit pas grand-chose. On voit Maya Goth dans une espèce de rôle de fermière. Puis aussi, on sait que Pearl était une ex-danseuse. Ça me fait tout le temps rire là, dans les films. Là. Il y a toujours une ex-danseuse déchue là, qui veut revenir. J'ai hâte de voir s'il va jouer avec ça parce que je trouve ça aussi un peu cliché. Mais on parlait de venir avec son imaginaire. Tantôt, Chloé t'a dit il nous a pas l'air de Suspiria. Je pense que c'est un peu dans cette bande-là aussi. Là, c'est ça. Ouais. Puis juste pour vous balancer ma Attends, dernière... je veux juste dire quelque chose par rapport à Mia Goth. Avec X, elle a l'honneur, je l'annonce aujourd'hui, d'obtenir le titre de ma nouvelle actrice préférée. Oh, wow! Ouais, elle vient de détrôner Jennifer Lawrence. My God! Écoute, j'ai pas eu beaucoup moi, je l'ai vu dans Cure for Wellness, là, que je vais bien aimer, mais moi, j'ai adoré Cure for Wellness. D'ailleurs, je suis due pour le réécouter, je l'ai acheté. Suspiria 2018. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Je m'excuse, mais c'est dans mon top 5 de films à vie. Là. Wow! C'est pas top 3. Là. Ça aussi, c'est beau. Ouais, j'ai un poster. J'ai un poster qu'il faut que j'encadre depuis 3 ans. Mais c'est il est taille cinéma. Puis tu sais, c'est l'affiche de Suspiria là, avec la fille avec les longs cheveux noirs puis le poignet comme qui est magnifique. Ouais. Je suis pas une collectionneuse. Faut que je fasse ça. J'étais tellement déçu en entrevue avec Ty West parce que c'était censé être à l'audio uniquement. Fait que moi, je m'étais pas... Mais j'ai plein de choses de Ty... J'ai une affiche géante de Devil, House of the Devil que j'aurais pu installer juste en arrière de moi à place de l'affiche qu'on voit en ce moment. Puis ça aurait fait comme un espèce de beau setup pour tourner une vidéo. Puis finalement, j'étais comme « Oh shit! » Il allume sa caméra, qu'est-ce que je fais? Ok, je vais allumer la mienne. Puis là, genre, le niveau de stress, tu sais, qui augmente. Puis là, c'est comme, Ça m'avait fait ça avec Steven Kostanski en début de l'année quand on a fait le podcast. C'était pas prévu non plus qu'on se fasse en Zoom. Puis finalement, il y en a ce que j'étais comme genre, oh, ben salut, je suis dans ma chambre. Ouais, c'est ça. C'est très intimidant hein, quand même. Puis moi, en fait, quand j'ai vu X, juste pour vous balancer ma deuxième petite partie d'entrevue, j'ai reçu le dossier de presse comme 1 semaine après avoir vu le film. Fait que là, je me mets à lire le dossier de presse, j'étais comme « attends une minute, là. » Genre, elle joue le rôle de... C'est en lisant le dossier de presse que j'ai catché qu'elle jouait les 2 rôles. Fait que Chloé, t'es vraiment pas tout seul dans ton camp. Toi... Raphaël, tu l'as deviné à quel moment dans le film? Je m'étais fait spoiler. Ah, pas vrai? Ouais. Ah, c'est bien triste, ça. J'avais pas lu aucun article, mais j'ai vu passer dans un commentaire d'une publication quelconque. Là. Fait que, ça, c'est triste. J'espère que tu as bloqué ces vilaines personnes de ta vie. Puis en fait, c'est ça...
j'expliquais ce phénomène-là à Ty West que je me sentais un peu mal parce que je m'étais pas rendu compte, en fait, que c'est elle qui jouait les deux rôles dans le film. Puis, je vais vous faire écouter ce qu'il m'a répondu à ça. Hope with this movie is the less people know, the better, because there's, you know, I hope it's the kind of movie that you're like, you tell your friends, you got to see it. I don't want to tell you anything about it. You have to see it. And in regards to that specifically, I like that there's like, if you don't know anything about the movie, maybe at some moment in the movie, you're like, wait a minute, or it's not till the end credits, or in your case, it's not till even after that. And for some people who don't get press notes, it'll be their friend going, wasn't that crazy that she played, and they're like, what? Yeah. And then maybe you got to see the movie again, you know, to keep that. It's like, I'm not trying to keep it so much of a secret that we didn't put it in the credits, but I like, because I want people to ultimately know when the movie's over so that they can, like, you know, have an opinion and be excited or not excited about it. But I do think it's a fun thing to see at what moment people realize it, and like how it affects people differently if they realize it mid-movie, early, before the movie, after the movie, or like days after. So a lot of people find out that I've been talking to you the same time you did. They read the press notes, and then that's when they realize. Yeah, a lot of people. Yeah. I felt a little bit dumb afterwards, but I'm really It means Mia did a great job. Yeah, I agree. Ouais, c'est juste un petit clin d'œil, en fait, pour dire que tout le monde à qui il a parlé, en fait, il a parlé à beaucoup de gens qui s'en sont juste pas rendus compte ou qui s'en sont rendus compte à la fin du film. Puis en fait, il trouvait ça intéressant de voir à quel point comme certaines personnes ne s'en rendaient pas du tout compte. Puis c'était comme un peu ce qui est arrivé tantôt. Leur ami qui leur apprend en discutant du film, « Hey, savais-tu que c'était la fille qui jouait les deux rôles? » Ah, quoi? Mais moi, tu sais, quand je l'ai appris, ça a vraiment changé toute ma perception du film parce que là, je me suis demandé si c'était une réflexion sur sa propre vieillesse, mais le film ne va pas jusque-là, mais là, je me suis demandé si j'avais... En même temps, oui. Ben, parce qu'il y a beaucoup d'oppositions jeunesse-vieillesse. Oui. Que le fait que, tu sais, que ce soit un miroir, finalement, d'elle-même dans les scènes, parce que les deux soient ensemble, mais c'est intéressant comme analyse. Ouais. Parce que, tu sais, à la fin aussi, c'est ce qu'elle dit, là, genre, je ne deviendrai jamais comme toi, là. C'est elle, dans le fond, Pearl, c'est une espèce de miroir de ce qu'elle aurait pu devenir, la jeune fille. Là. Ah, t'as raison. Mais pour ça, j'ai excessivement pour ça, j'ai excessivement hâte de le revoir là, pour voir toutes ces petites subtilités-là. Mais en entrevue, quand même, les deux, dans une autre entrevue, pas dans la note, là, parce que je ne voulais pas aller trop loin dans les spoils, ils disaient, pour eux, en fait, c'est deux personnages à part entière. Ces deux personnages-là. On n'a pas besoin d'interpréter si c'est la même personne qui se... Tu comprends ce que je veux dire, là? Oui. Mais en même temps, ça fait partie du plaisir, tu sais. Oui, exactement. Quand tu es un créateur, peu importe ton art, tu vas faire quelque chose, puis il y a plein de monde qui vont te dire « J'ai trouvé ça intéressant, la façon que tu as analysé. » Puis toi, tu es comme « Tant mieux. Mais tant mieux. Ben oui, c'est ça, exact. Exact. Fait que, conclusion, courez en salle, le voir si c'est pas déjà fait puis que vous avez eu le goût de vous faire spoiler. Sinon, faites comme nous puis continuez de le partager autour de vous puis encourager les gens à aller le voir. Là. On veut que ça marche un peu au box-office parce que c'est fun d'avoir des films d'horreur de cette qualité-là qui sortent en salle. Oui, absolument. Parce qu'on s'entend que ça aurait très bien pu sortir en VOD, là, puis on est chanceux de pouvoir le voir dans les salles de cinéma. Mais d'ailleurs, je me demandais si c'était son... D'ailleurs, je me demandais si c'était pas son premier film qu'on recevait au cinéma parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu House of the Devil ni Innkeepers au cinéma. Mais ça peut-être des sorties limitées, mais effectivement... Ouais, c'est vrai. Puis je pense que Sacrament, c'était Netflix. Il est sorti directement sur Netflix, ça se peut-tu? Non, ça, c'est directement sur demande, je pense. Ben, c'est ça, Netflix. Mais c'était pas une production Netflix, mettons. Là. Non, mais il me semble que... En tout cas... ça se peut. Je sais plus. Ben, dans tous les cas, je pense qu'on peut clore la discussion là-dessus. C'était super intéressant d'aborder une filmographie comme ça de Ty West, qui n'est pas nécessairement le cinéaste le plus connu qu'on a abordé, mais qui vaut vraiment la peine dans les jeunes maîtres de l'horreur qu'on a actuellement. Là, les carrières à suivre, c'en est un clairement qui
qui est intéressant. Puis on espère que vous avez apprécié l'épisode, même si ce n'était peut-être pas le sujet le plus sexy à prime abord, que vous avez pu prendre un plaisir, puis que vous avez peut-être découvert certains des éléments que vous attendiez pas. Ex, c'est super sexy. Oui. T'as bien raison. Fait que Chloé, comme d'habitude, c'était un plaisir d'être jasé. Puis Marc, c'est pas la première fois que tu viens au podcast, c'est sûrement pas la dernière non plus. Donc, toujours un plaisir de te parler. Merci, pareillement. À la prochaine. Ciao. Bye.